Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette 6e rencontre de la métallurgie. Ce soir, nous allons discuter ensemble du rôle de l'État dans le capital des entreprises à travers les différents leviers dont il dispose. Et surtout, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de tenter d'appréhender, d'évaluer dans quelle mesure la présence de l'État peut s'avérer intéressante, et on verra ce qu'on met derrière le mot intéressant. Il y a pas mal de choses évidemment derrière. Pour discuter de tout ça, ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Bruno Azière de la CFE-CGC Métallurgie, Adrien Coutan, enseignant à l'Université technologique de Compiègne, merci, et Marc Aubry de la FGMM CFDT. Juste peut-être avant de laisser la parole à Adrien Coutan, quelques données toutes simples pour montrer à quel point le sujet qu'on souhaite évoquer ce soir est brûlant. Si vous regardez aujourd'hui les participations de l'État via l'APE dans des entreprises cotées, rien que dans la métallurgie, on peut mentionner Airbus, Safran, Thales, Renault et Ramet. Et on a la chance d'avoir des représentants de plusieurs de ces entreprises ce soir dans la salle. Hors métallurgie, comme vous pouvez le voir à droite, il y en a aussi pas mal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout dans la métallurgie et pas que qui sont détenus en direct par l'État. Framatome, Orano, Naval Group. On a la chance d'avoir quelqu'un de Naval Group aussi, etc., KNDS. Et puis, il y a aussi la Banque publique d'investissement qui elle-même détient toute une série de participations. Et pour évoquer ne serait-ce que la métallurgie, entre Essilor, Forestia, Seb, Soitec, Stellantis, on a la chance d'avoir quelqu'un de Stellantis aussi ce soir, et quelques autres encore. Vous voyez que la présence de l'État, que ce soit en direct, que ce soit via l'APE ou que ce soit via la BPI, est quand même très très substantielle. Je vous laisse la parole. Merci, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc merci beaucoup, je remercie Syndex et Emmanuel de m'avoir convié aujourd'hui et d'introduire cette discussion. Donc comme Emmanuel l'a dit, je suis sociologue, maître de conférence à l'Université de technologie de Compiègne et je travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur l'État actionnaire et sur les relations entre l'État et les grands groupes industriels. Alors je dis je, mais en fait c'est vraiment un travail collectif, hein, c'est important de le noter, la recherche c'est quelque chose de collectif, même si des fois on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'est pas dans le monde de la recherche. Et donc c'est vraiment un travail mené notamment avec Scott Vialet-Thévenin de l'Université de Potsdam, Antoine Ducastel du CIRAD et Jean Finesse de l'Université Grenoble-Alpes. Donc moi je suis sociologue, ça veut dire que j'étudie l'État actionnaire pas en regardant des grandes masses financières, mais en faisant des entretiens, en faisant des observations, en regardant un peu quelles sont les pratiques réelles. Ça veut dire aussi que finalement les doctrines ne m'intéressent pas tant que ça, ce qui m'intéresse c'est ce que les gens font réellement. Donc aller voir ce que font les gens à l'Agence des participations de l'État dans la direction des entreprises, c'est ça que j'ai fait centralement. Et de la même manière, mon approche, vous allez voir, n'est pas vraiment normative, hein. Mon propos, c'est pas de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais plutôt d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe et comment l'État actionnaire se transforme. Alors je le dis en passant, mais notamment parce que Marc va intervenir après, mais moi je connais très bien le groupe Safran parce que j'ai fait ma thèse il y a une dizaine d'années sur la construction de la stratégie du groupe Safran. Donc voilà, j'ai une approche aussi qui est très centrée notamment sur l'aéronautique et défense. Quand on parle d'entreprise publique, au sens large, hein, je parlerai d'entreprise publique, alors évidemment, d'un point de vue juridique, souvent il y a le seuil des 50%. En pratique, en fait, je trouve c'est extrêmement simplificateur de dire entreprise publique ou privée si on passe un seuil. Donc j'ai appelé entreprise publique de manière générale les entreprises où il y a des capitaux publics. Les entreprises publiques sont caractérisées par l'articulation entre des enjeux économiques, hein, c'est des entreprises, et des enjeux de politique publique, sous contrainte de légitimité politique. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce jeu d'articulation de l'économique et de l'extra-économique est fait dans un jeu politique et administratif, et donc est directement lié aux légitimités
de différents types de politiques économiques et de pratiques industrielles. Bon, l'État actionnaire en France, c'est tout un tas d'acteurs en fait assez différents. C'est évidemment l'Agence des participations de l'État, BPI France, mais on peut penser aussi sur d'autres aspects, par exemple à l'Agence française de développement, qui est indirectement actionnaire de tout un tas d'entreprises dans des pays en développement, par exemple, qui est un cas un peu particulier où il y a sur des politiques sectorielles aussi des acteurs plus précis. Je vais commencer par un petit retour historique parce que comprendre les transformations, c'est comprendre d'où on vient. Et si on part de l'après-Seconde Guerre mondiale, on a, après-guerre, un État qui possède tout un tas d'entreprises ou de para-entreprises avec des statuts extrêmement variés et dont l'origine dans le giron de l'État est extrêmement variée. C'est-à-dire il y a des choses qui sont des anciennes administrations, voire qui sont encore des administrations à ce moment-là, comme les PTT, comme dans la défense, les arsenaux militaires, etc. On a des entreprises qui ont été nationalisées à une époque ou une autre pour différentes raisons. Alors pour des raisons parfois politiques, mais en fait souvent pour des raisons en bonne partie économiques et financières. On ne peut pas comprendre la création de la SNCF si on n'a pas en tête que les entreprises privées de rail étaient en bonne partie en situation économique et financière extrêmement difficile. En fait, on s'est nationalisé pour être sauvé économiquement à ce moment-là, dans les années 1930. Donc on a tout un panel d'entreprises qui ont des origines variées, des statuts très variés, etc., mais qui sont caractérisés après-guerre par le fait que dans tout le spectre politique, quasiment, l'idée que l'État possède des entreprises et agisse par ces entreprises est relativement légitime, est considérée comme relativement légitime par à peu près tout le monde. C'est à la fois vrai des gaullistes, c'est vrai des socialistes ou, au sens large, des communistes, etc., avec tout un tas de nuances internes, évidemment, sur lesquelles je ne reviendrai pas, ou on pourra revenir si vous voulez, mais qui ne nous occupent pas ici. Mais cette idée que l'État agisse via des entreprises est considérée comme assez légitime. Avec l'idée de mener des politiques publiques. Alors, je préfère parler de politique publique que de service public. Souvent, dans le débat public, aujourd'hui, on parle de service public. Mais en fait, c'est très réducteur de parler de service public. Parce qu'en fait, les entreprises publiques, elles ne font pas forcément du service public. Si on est une entreprise de défense, on ne fait pas du service public. On équipe les armées, on assure l'autonomie technologique, l'autonomie militaire du pays, mais on ne fait pas du service public au sens précis. D'autant plus qu'après-guerre, même dans ce qui aujourd'hui nous apparaît comme du service public, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt du service à l'économie. Typiquement, l'équipement en électricité, en réseau électrique, elle est d'abord destinée à faire tourner l'économie avant d'équiper les ménages. Voilà, c'est quand même ça l'enjeu premier. Alors l'idée est donc que ces entreprises publiques tirent leur légitimité de ces politiques publiques elles-mêmes. C'est vraiment le lien est essentiel. Alors ce qui ne veut pas dire que la rentabilité financière n'est pas prise en compte. Elle est prise en compte dans les stratégies, dans les modes de gestion, notamment à partir des années 1960, ça devient assez central. Il y a le rapport Nora en 1967 qui a un marqueur assez fort de cette idée qu'on doit moderniser les entreprises publiques pour les rendre plus rentables, etc. Ce qui va aller dans les années 1970 avec la mise en place de tout un tas de politiques plus orientées vers les aspects commerciaux. Le TGV, c'est d'abord une stratégie commerciale avant une stratégie industrielle. Airbus aussi, etc. Néanmoins, dans cette période, jusqu'aux années 1970, il y a quand même l'idée que cette question de la rentabilité financière, elle est toujours encastrée dans autre chose, qui est ces politiques publiques qu'on cherche à mener à travers ces entreprises publiques. Les années 80 sont un moment charnière, évidemment, parce que c'est un moment de politisation forte de la question des entreprises publiques, avec d'un côté un gouvernement Mitterrand qui pratique une politique de nationalisation, qui est d'ailleurs pas du tout partagée par toute la gauche, qui est l'objet de débats au sein de la gauche, qui est menée à un moment où, globalement, les entreprises publiques sont en train d'être de moins en moins légitimes à l'échelle internationale. Ce qui isole globalement la politique française et par ailleurs qui va faire que la droite va se saisir des idées néolibérales qui sont en train de s'imposer à l'échelle internationale et vont se positionner contre les entreprises publiques, ce qui n'était pas forcément le cas historiquement de la droite avant ces années 1980. Et donc là, on politise la question des entreprises publiques et on va arriver à une situation où on va avoir un renversement de cette légitimité. Les entreprises publiques vont globalement devenir illégitimes pour tout le monde.
Et dans les années 90, c'est un peu dans cette situation-là où on est, où finalement la gauche n'ose plus avoir une politique en faveur des entreprises publiques, et où la droite est massivement pour les privatisations. Alors privatisations qui vont devenir, qui vont évidemment être l'élément essentiel de la fin des années 80 et des années 90, mais qui parfois dans le débat public dissimulent autre chose, qui est la transformation de la gestion des entreprises publiques et de celles qui restent. Ce que nous, on a appelé la normalisation. Alors, juste un dernier point, cette délégitimation, elle est fondée sur, globalement, un mouvement idéologique international autour du néolibéralisme, autour de deux grands arguments, qui est d'un côté que les entreprises publiques seraient inefficaces, par nature, ce qui est empiriquement faux, on pourrait le développer, mais je pense que ce n'est pas à vous que je vais forcément avoir auprès de qui je vais avoir à le défendre. Et par ailleurs, il y a l'idée d'une vocation de l'État qui ne serait pas d'agir directement dans l'économie. Et là, on est sur une posture qui est une posture normative, qui peut évidemment se défendre, mais qui peut également se contester. Dans les années 90 et 2000, la question des entreprises publiques se dépolitise largement. Donc en gros, elles deviennent largement illégitimes et elles se technicisent, elles sortent du débat public et en dehors de la question des privatisations, mais qui sont largement partagées. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on observe en fait à la fin des années 90, surtout au cours des années 2000, un travail de relégitimation au sein de l'État, dont l'Agence des participations de l'État est l'incarnation un peu paradoxale, qui consiste à dire au sein de l'État, bon, on a encore des entreprises publiques, on va probablement pas toutes les privatiser, comment est-ce qu'on les gère? Et comment est-ce qu'on les gère? Eh ben, il faut les gérer non plus en fonction de politique publique, mais comme un actionnaire. Et donc il faut se professionnaliser, c'est l'argument de la création de l'Agence des participations de l'État en 2004, on va se professionnaliser comme un actionnaire institutionnel et on va agir de cette manière. Et donc on a une posture d'État actionnaire, note en passant, l'expression État actionnaire, elle est quasiment inexistante du débat public ou du débat académique avant les années 90, même avant les années 2000. On ne parle pas d'État actionnaire, sauf dans des vagues textes juridiques des années 1930. Mais dans la période où l'État est de fait actionnaire de beaucoup d'entreprises, ce n'est pas du tout une expression qui est utilisée. C'est une expression qui vient justement affirmer une nouvelle mode de gestion des entreprises publiques, ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire qu'on abandonne largement les ambitions de politique publique et on va chercher à autonomiser les entreprises, c'est-à-dire abandonner largement les politiques de filière, en ayant des politiques orientées vers chaque entreprise. On va filialiser tout un tas d'activités. On va évidemment changer le statut des entreprises pour en faire des sociétés anonymes. On va changer les statuts des personnels, etc., pour sortir de tous les statuts existants, dont certains d'ailleurs qui n'étaient pas du tout liés au fait que c'était des entreprises publiques, mais bon, passons. On va avoir des internationalisations de stratégie, etc., et l'abandon globalement de la tutelle de l'État sur les aspects technologiques et organisationnels. Ça, c'est le premier aspect qui est l'autonomisation. Et le deuxième aspect de cette normalisation, c'est la financiarisation des entreprises publiques. C'est globalement avoir des politiques de cours de l'action, des pressions fortes de l'État actionnaire pour faire remonter des dividendes, un contrôle des entreprises essentiellement par les résultats financiers, et qui d'ailleurs s'incarne dans les entreprises par une montée des directions financières, comme on l'observe en fait dans les entreprises privées à la même période. Les évolutions qu'on observe sont assez similaires. Alors, ce qui pose un certain nombre de problèmes, parce qu'en même temps, il y a des trucs qui restent anormaux dans ces entreprises publiques, qui d'ailleurs justifient le fait qu'elles restent en partie publiques, des enjeux de service public, des enjeux de défense nationale, alors qui va amener à la création de tout un tas de dispositifs qui va être des logiques de contractualisation, des logiques de filialisation un peu spécialisées, tous les enjeux de golden share, etc., dont le but est essentiellement de dire, en fait, dans l'activité de cette entreprise, je ne sais pas, par exemple, Safran, il y a telles activités qui vont être quand même nécessiter une intervention directe de l'État potentielle, donc qui est un peu anormale d'une certaine manière par rapport à cette entreprise qu'on essaye de rendre la plus normale possible. Alors, dernier point sur cette approche historique, avant un point plus spécifique sur les relations sociales. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette relégitimation de l'État actionnaire auprès en gros, des acteurs politiques, mais aussi des investisseurs internationaux, etc., elle aboutit à la fin des années 2010 à finalement
potentiel, et vraiment je dis potentiel, parce que pour l'instant on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des incarnations très fortes, retour de politique publique. En gros, il y a une relégitimation de l'action de l'État, notamment suite à la crise de 2008 et à l'intervention massive de l'État dans l'économie, avec cette idée qu'un État actionnaire pourrait intervenir directement dans les entreprises. C'est un mouvement international, hein. Si on prend à l'échelle internationale, la part des entreprises publiques dans le PIB mondial augmente à cause de la Chine. Mais de fait, il augmente. Donc il y a cette idée que les entreprises publiques sont pas légitimes, est largement remis en cause à l'échelle internationale. Et de fait, on a un retour de la politisation de la question des entreprises publiques depuis la fin des années 2010, autour d'abord de la question des autoroutes, qui est une question absolument cruciale de repolitisation des entreprises publiques. Et puis, il y a eu évidemment les mobilisations autour d'ADP, autour du changement de statut de la SNCF, et puis là, cette semaine, autour du Doliprane, Opella, donc, qui n'est pas une entreprise publique, mais où la question de l'intervention de l'État, y compris dans le capital, se pose. Donc, on est un peu dans une fin de cycle de normalisation des entreprises publiques, qui est en même temps concomitante avec une fin de cycle dans l'économie globalement, de financiarisation des entreprises. Globalement, c'est un peu fini la période de financiarisation. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière, mais ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose à financiariser globalement dans les entreprises. Avec un changement idéologique aussi à l'échelle mondiale, qui est aussi lié à évidemment les crises du Covid, de la guerre en Ukraine, etc., qui amènent au retour à des enjeux géopolitiques, hein, de défense des chaînes d'approvisionnement, etc., qu'on voit en France, mais pas uniquement en France, point sans faux, ce qui fait que, assez étrange, enfin pas étrangement, mais de fait, aujourd'hui, la question de la propriété publique du capital n'est plus illégitime, voire même est de nouveau largement vue comme légitime. Alors ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que l'État va devenir actionnaire de tout un tas d'entreprises du jour au lendemain, mais clairement la perspective d'une baisse du portefeuille de l'État n'est plus une perspective centrale. La recherche à tout prix d'une normalisation des entreprises semble s'estomper, et de fait l'État a réinvesti dans Alcatel Submarine Networks, dans la sortie d'EDF de la cote, hein, qui peut être totalement lu comme un aveu d'échec des politiques de normalisation. Hein. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que l'histoire est écrite. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un certain nombre de députés de droite hier ont dit que pour faire face à la crise budgétaire, il fallait privatiser tout un tas d'entreprises pour faire rentrer du cash. Donc voilà, les atavismes reviennent dans certains cas, mais voilà. Le dernier point que je voudrais évoquer pour ouvrir sur le débat d'aujourd'hui, c'est quelle place pour les questions d'emploi et de relations sociales dans cette normalisation des entreprises publiques. Ça me semblait important de poser ce cadre un peu général. L'emploi en France et la qualité de l'emploi est largement mis en avant dans la doctrine de l'APE comme un objectif de l'État actionnaire, qui parle d'exemplarité par exemple. Mais en fait, toute la logique de normalisation des entreprises publiques depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui va clairement à l'encontre de ça. Puisque l'idée c'est que l'État ne doit pas s'occuper des questions de gestion interne des entreprises, qu'on a été dans le sens d'une remise en cause de tous les statuts spécifiques aux entreprises publiques, avec tout un tas de contournements aussi de droit du travail et des conventions collectives par des stratégies de filialisation systématique, etc., et sous-traitance. En pratique, en fait, quand on étudie les logiques internes de l'État actionnaire, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt une action qui est centrée sur la pérennité et la croissance des entreprises que sur les enjeux d'emploi et de statut d'emploi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si la direction de l'entreprise considère que pour sa croissance et sa pérennité, il vaut mieux fermer des usines en France, c'est à eux de voir, quoi. Et c'est pas à l'État de s'en occuper. Et vraiment, il y a une action de l'État actionnaire qui est vraiment centrée sur les entreprises
plus que sur l'emploi et le tissu industriel ou économique en général. La résilience, d'ailleurs, qui est mise en avant par l'État, est plutôt vue sous l'angle de la robustesse des entreprises. Et cette robustesse des entreprises, elle peut passer parfois, en tout cas du point de vue des décideurs, par exemple, moins d'emplois en France. Alors, petit cas en passant, c'est assez intéressant de contraster avec le Royaume-Uni, où dans les années 80, le gouvernement Thatcher a largement privatisé toute l'économie, mais parfois à sacrifier les entreprises, mais en essayant de maintenir l'emploi. Donc quasiment une stratégie inverse. Dans certains cas, en France, on a sauvé les entreprises, enfin on a sauvé ou en tout cas assuré la pérennité des entreprises, mais contre parfois l'emploi. L'enjeu, c'est vraiment plus avoir les centres de décision en France que avoir de l'emploi en France. Voilà, pour dire les choses un peu simplement. Et on l'entend encore dans les débats autour d'Opella cette semaine. Avec et ça s'explique à la fois par des dimensions idéologiques, mais aussi par des dimensions sociologiques. C'est-à-dire qu'il y a une très grande proximité sociologique entre les hauts fonctionnaires de l'Agence des participations de l'État et les dirigeants des entreprises publiques, qui ont fait les mêmes écoles, qui partagent une vision du monde et qui parfois circulent entre entreprises et État très largement. Ce qui va avec une mise à distance en fait des organisations syndicales. Qui est renforcé par le manque parfois de relais politico-administratifs des organisations syndicales au sein même de l'État, d'autant plus que les organisations syndicales tendent à être cantonnées sur les enjeux d'emploi qui sont justement considérés par l'État comme n'étant pas en fait absolument central, même si évidemment quand il y a des crises politiques ils vont le mettre en avant, mais voilà, et que ce qui est considéré par l'État comme les vrais enjeux, c'est-à-dire la stratégie, l'organisation, les finances, etc., sont largement des sujets sur lesquels les organisations syndicales sont marginalisées. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on regarde le rapport de l'État actionnaire de l'Agence de participation de l'État paru la semaine dernière, ils mettent en avant comme politique en faveur des salariés la défense et la promotion de l'actionnariat salarié, qui est une façon finalement de faire rentrer les salariés dans la gestion des entreprises par le prisme actionnarial. Alors, chose que par ailleurs, moi quand j'étais chez Safran, j'ai pas du tout vu qu'ils le faisaient, mais en tout cas, je ne sais pas si aujourd'hui ils le font. Et donc, je conclue en un mot. Toutes ces transformations des entreprises publiques et de l'État actionnaire pose évidemment la question de la capacité d'action des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel, qui sont de fait relativement marginalisées dans ces stratégies de l'État. Et même du point de vue de l'État, ça pose la question de comment réintroduire des politiques publiques, si tant est qu'on le veuille, dans des entreprises qu'on a normalisées et donc on a tout fait pour que leur orientation soit justement de ne pas mener de politique publique. Donc si on veut réintégrer de la politique publique, si tant est que l'administration et des acteurs politiques le veuillent, aujourd'hui la modalité de gestion et de gouvernement des entreprises publiques ne s'y prête pas du tout. Et cette mise à distance, cette normalisation des entreprises publiques rend difficile l'intervention de l'État en dehors de situations de crise spécifiques, comme cette semaine ou comme sur Atos ou des cas comme ça. Et dans le débat public, l'idée que l'État devrait intervenir dans des entreprises qui sont considérées stratégiques ne veut strictement rien dire, puisque est stratégique une entreprise qu'on désigne comme stratégique à un moment donné, et les modalités d'action de l'État aujourd'hui sont en fait assez difficiles à voir en termes de remise au cœur de l'action de l'État des politiques publiques. Voilà, je vous remercie, j'ai légèrement dépassé, je vous prie de m'en excuser. Merci beaucoup pour cette intervention très riche qui met énormément de choses sur la table. Avant peut-être de vous laisser la parole à tous deux, Bruno et Marc, simplement 2-3 remarques ou réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ai bien noté le terme de financiarisation par rapport à la façon dont l'État appréhendait très souvent la façon dont ces entreprises où l'État intervenait. Donc ça, c'est un premier point. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter, on parlait de la BPI tout à l'heure, on pourrait rajouter qu'au sein de la BPI, outre le portefeuille dont on a parlé, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui existent et donc qui agissent comme des fonds d'investissement classiques, qui font même des LBO, des opérations de leverage buyout.
Donc ça, c'était peut-être une petite remarque en passant. Sur la question de la renationalisation, on a la chance d'avoir pas mal de représentants ici de différentes entreprises, y compris dans les entreprises qui ont été citées, telles ASN. Hein, c'est un sujet évidemment chaud, mais on sait que dans le cas d'Atos, par exemple, la question de la nationalisation totale, partielle, elle fait partie des discussions et je pense comme on a la chance d'avoir des représentants de cette entreprise, là encore, ce soir, on aura aussi peut-être l'occasion d'entendre leur point de vue. Et puis, sur les enjeux emploi, là encore, hein, je pense que les uns et les autres représentants des entreprises auront l'occasion d'en parler, de l'emploi, mais pas que, du dialogue social, tout ça. Mais ce sera peut-être dans un second temps. On va d'abord entendre Bruno et Marc. Et peut-être une dernière remarque tout de même. Dans le paysage, on peut aussi ajouter peut-être que l'arsenal juridique de l'État, sur ces 20 dernières années, si on prend quasiment les 20 dernières années de l'APE, mais au-delà de l'APE, il s'est pas mal étoffé, avec un certain nombre de décrets qui permettent une intervention accrue de l'État, au départ dans un périmètre un peu plus restreint qui concernait davantage des entreprises du complexe militaro-industriel, on va dire, pour faire un petit peu vite, et puis de plus en plus avec une conception plus large de ce qu'est les entreprises dites stratégiques ou relatives à la souveraineté. Marc, tu veux réagir? Oui, Avec lui. Alors, il y avait un... il n'y a rien à faire. Bon, très bien. Donc, bonjour, merci pour cette invitation et cette présentation. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça pose les différentes facettes et différentes possibilités d'intervention qui ont des structurations différentes, avec des implications différentes, des interactions différentes avec les salariés et leurs représentants, hein, puisque lorsque l'État est actionnaire et avec l'évolution notamment des réglementations sur la présence de salariés au conseil d'administration, on est dans une configuration où il peut y avoir des échanges entre les représentants de l'État au conseil d'administration et les représentants des salariés. Donc c'est une certaine configuration qui permet d'intégrer, en tout cas dans la gouvernance des entreprises, une prise en compte des différentes parties prenantes. Parfois en théorie seulement, mais en tout cas, c'est un peu différent que par rapport aux configurations où le capital est détenu par BPI. Là, c'est plus, le lien politique est plus distant. Il n'y a pas la même interaction avec les représentants des salariés. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'historique qui a été représenté, on retrouve effectivement les différentes modalités. Pour ma part, moi, j'ai été dans le groupe Safran et avant Snecma dans le parcours. Donc, j'étais d'abord dans une entreprise nationale, donc avec un seul actionnaire qui était l'État, puis l'ouverture du capital et la création de Safran par la réunification, le regroupement d'une entreprise nationale, Snecma, avec une entreprise privée, Sagem, avec des modalités de gouvernance très différentes. Donc on a vu que d'ailleurs ce mariage a été relativement compliqué du point de vue de la gouvernance, et il a fallu trouver effectivement d'autres modes d'équilibre, mais avec toujours donc une représentation de l'État au conseil d'administration et des salariés. Donc c'était un autre point intéressant en termes de gouvernance. Après, effectivement, ça a correspondu aussi à tout ce changement de phase a correspondu au changement de positionnement de l'État tel qu'elle a été décrit, qui était un État qui était très orienté sur les choix technologiques en lien avec le développement notamment des moteurs pour les avions militaires, et l'entreprise s'est transformée de plus en plus vers les applications civiles, et donc peut-être avec une gouvernance en tout cas privée ou mixte qui était plus adaptée. Mais avec aussi un changement de positionnement de l'actionnaire État, qui a de plus en plus pris en compte les questions économiques et rentabilité. La question, on voit bien dans les positionnements et notamment sur le versement des dividendes, il peut y avoir des positionnements parfois surprenants des représentants de l'État. Je ne vais pas décrire plus précisément, mais la question patrimoniale et de la valorisation
de l'ensemble qui est détenu par l'APE, on voit bien que c'est une question qui est intégrée. On l'a vu pour ce qui me concerne le groupe Safran, on l'a vu dans la décision de l'État de céder petit à petit des parts de capital pour valoriser les plus-values qui ont été faites du fait de l'évolution du groupe et réaffecter ces montants à d'autres acquisitions sur d'autres problématiques. Donc il y a quand même une vraie réflexion effectivement d'un État qui a une réflexion de gestion globale de son portefeuille, alors avec en intégrant des critères financiers comme un actionnaire et en intégrant aussi des orientations stratégiques pour aller aider des entreprises. On n'est pas tout à fait dans les mêmes configurations lorsque l'État décide de racheter EDF, après avoir d'ailleurs décidé de le privatiser de le privatiser quelques années avant, ou d'aller faire une opération pour aider une entreprise qui est en situation de difficulté, comme ça a été décrit à la création de la SNCF, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres configurations. Et puis parfois aussi pour maîtriser ou garder, s'assurer que certaines activités jugées stratégiques sur le plan de la défense ou sur d'autres plans d'autonomie et de maîtrise et de maintien sur le territoire national de certaines technologies. C'est aussi et donc c'est ce mélange de considération qui est pris en compte et on le voit concrètement. Alors après, ça préjuge pas est-ce que les choix sont bien faits ou mal faits, est-ce que les orientations stratégiques sont mieux faites ou mal faites, mais on voit bien que c'est quand même toute la complexité de ces différentes orientations qui sont parfois contradictoires, qui permet d'avoir une lecture des positionnements de l'État. Et après, chacun juge si c'est opportun, utile. Ça exempte pas sans doute d'erreurs mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une configuration quand l'État est actionnaire. Ça fait que le conseil d'administration, il y a plusieurs parties prenantes qui sont présentes et donc l'État, quelque part, il représente les intérêts, normalement, des citoyens, si c'est bien fait. Merci. Alors, peut-être dans tout ce que tu viens d'évoquer, je te donne la parole dans un instant, bien sûr, et dans tout ce que tu viens d'évoquer, je pense qu'il y a à la fois les difficultés pour l'État en tant qu'actionnaire de concilier tout un tas de dimensions, on y reviendra dans quelques minutes, mais vous les avez évoquées quelques instants auparavant, mais on les rappellera parce que c'est important pour la suite de la discussion. Et puis peut-être faut ajouter, mais je crois que c'est aussi ce que tu mets sur la table, le fait que l'État, il est actionnaire, mais dans certains cas, il est en même temps régulateur. Il est en fait avec toute une série de casquettes qui peuvent entrer en contradiction les unes avec les autres. C'est aussi un acteur qui a besoin de boucler, alors boucler c'est pas tout à fait le mot, mais son budget. Et bien souvent, il est bien content de pouvoir faire remonter, toucher des dividendes de la part de telle ou telle entreprise. Et donc il va pousser à ce qu'il y ait des dividendes qui soient importants, ce qui peut rentrer en contradiction avec d'autres objectifs. Donc ça fait partie effectivement des nombreuses difficultés. On peut peut-être ajouter une chose dans ce paysage déjà très très fourni qu'on a commencé à décrire, mais c'est celui des mécano-industriels, parce que l'État, il a été quand même bien souvent, alors pas sans être forcément l'instigateur, mais en tout cas, il a été quand même bien souvent à la manœuvre pour recomposer tel ou tel secteur d'activité. À toi, Bruno. Vous avez déjà bien dressé le tableau. Moi, je veux surtout remercier déjà, parce que la plupart du temps, quand la sociologie s'occupe de mathématiques, lorsque j'interviens, je me trouve pas toujours, enfin, je m'y retrouve pas. C'est pas toujours très. Alors que là, j'ai l'impression que vous avez décrit la vie. Je viens d'une entreprise dite publique, du coup, j'ai compris, Renault. Et du coup, voilà, la vie qui a couru jusqu'à aujourd'hui dans mon entreprise ressemble assez bien à ce qui a été décrit dans la position de l'État. À la marge près que dans notre entreprise, au conseil d'administration, la présence des représentants des salariés est forte depuis très longtemps, parce qu'on a 4 administrateurs, si on compose salariés actionnaires et représentant les salariés eux-mêmes. Je confirme, en fait, mais je pense que ça, tout le monde le... Il y a quand même eu beaucoup d'actions
qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont réalisés dans le cadre de, je vais l'appeler le pompier, c'est-à-dire que l'État intervient parce que telle ou telle structure sollicite, pousse. Donc selon les orientations politiques du moment, ben, on fait ou on fait pas, on fait différemment. Néanmoins, depuis, en tout cas je considère comme ça, à la baisse de la participation de l'État en tant qu'actionnaire en termes de poids financier augmente sa volonté d'agir sur la politique, sur les politiques. J'allais dire que l'intervention, en tout cas dans l'entreprise que je connais le mieux, l'intervention des représentants de l'État sur la stratégie de l'entreprise est beaucoup plus prégnante aujourd'hui qu'elle ne l'était quand l'État pesait beaucoup plus dans l'entreprise. Donc, ce qui va avec un peu le discours qui a été fait, c'est qu'à une époque, peut-être que toutes les doctrines n'étaient pas encore en place. En tout cas, voilà. Je confirme aussi que l'emploi est souvent cité comme étant une action, mais dans les faits, c'est pas toujours celui qui a la primauté de la décision. Ce qui est symbolisé par le devenir, ou en tout cas le fait d'ancrer l'entreprise reste toujours prégnant. Une entreprise qui a énormément délocalisé, alors que son actionnaire principal était l'État. Donc ça prouve bien que ça n'empêche pas ça. Néanmoins, dans l'histoire de Renault, voilà, il y a eu des périodes politiques où l'État est intervenu dans des décisions stratégiques, des affectations de production, plus en France qu'ailleurs, des fermetures d'usines, plus ailleurs qu'en France. Voilà, vous ferez le rapport. Et ça note quand même de temps en temps, selon les personnes qui sont en place, selon les actions politiques, des variantes qui ne sont pas toujours faciles à appréhender parce que la doctrine reste la même, mais elle n'est pas appliquée de façon cohérente. Et voilà, et je voulais rajouter ce que tu as dit tout à l'heure qui est nouveau pour moi, c'est effectivement l'intervention, pas forcément ni en capital ni en investissement, mais on va dire en entremetteur, qui est un peu plus à la manœuvre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, dans un certain nombre de dossiers, je vois ce genre de situation. Peut-être que c'est le professionnalisme aussi maintenant acquis dans les services de la DGE qui peuvent permettre de faire ça, ce qui n'était peut-être pas le cas à une époque. Voilà ce que je veux rajouter. Ok, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Je pense que là, le cadre a été bien dressé, très bien dressé. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est peut-être de passer à une deuxième partie de la discussion. Et là, pour le coup, on attend beaucoup de vous. Et quand je dis vous, je m'adresse à la salle et aux représentants de toute une série d'entreprises qui sont présents ce soir. Et la question en fait que je souhaite vous poser, c'est si vous prenez en compte les différentes dimensions dans la doctrine de l'APE, à savoir que l'État souhaite préserver ses intérêts patrimoniaux, premièrement. Il souhaite favoriser la performance économique des entreprises. Il souhaite être un actionnaire avisé, réaliser aussi du mécano-industriel et enfin encourager l'exemplarité en matière de rémunération, d'égalité et de responsabilité sociale et environnementale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de faire un bloc de tout ça, mais on pourra y revenir. Mais d'après votre expérience, en tant que représentant du personnel, dans quelle mesure l'État, selon vous, y parvient à concilier ces différentes dimensions, ou au contraire, dans quelle mesure telle ou telle dimension aurait été favorisée au détriment d'autres? Et donc, comme on a la chance d'avoir tout un tas d'entreprises dont certaines peuvent être considérées comme des dossiers vraiment chauds au cœur de l'actualité, j'aimerais bien pouvoir vous entendre. Je rappelle juste une toute petite chose. On a beau être entre nous, si je puis dire, faites un tout petit peu attention parce que vous êtes peut-être détenteurs d'informations sensibles qui n'ont pas vocation à être partagées avec tout le monde. Donc voilà, soyez juste un tout petit peu prudent par rapport à ça. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas. Et donc, la parole est à vous. Il y a Pierre qui va passer dans la salle avec son micro et qui va vous donner l'occasion de raconter dans quelle mesure, quand on regarde ces différentes dimensions que promeut l'APE, dans quelle mesure vous avez le sentiment
que cette doctrine elle s'applique bien chez vous. Bon, c'est toujours un petit peu dur de se lancer, mais voilà, parfait. Naval Group en premier, merci. Oui, pardon, bonjour. Donc moi je suis de Naval Group, mais aussi Fédération de la métallurgie. Pour éclairer, et merci de l'introduction parce qu'elle est très intéressante. Pour moi, je voudrais juste rappeler 2-3 petites choses historiques et puis quelques événements récents et qui ne touchent pas forcément des entreprises en difficulté, parce que là je sais qu'il y en a quelques-uns et c'est pas le même sujet. Mais il y a le mode pompier, et il y a le mode pompier, il y a la stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'une entreprise est stratégique et parce qu'elle est considérée comme stratégique, qui dépend d'une définition qui peut évoluer, est-ce qu'elle contribue à la souveraineté, qui n'est pas forcément la même chose. Et il y a le sujet de l'emploi. Si on prend quelques exemples récents, chantier de l'Atlantique, on oublie la période Covid. Est-ce que l'entreprise était en difficulté? Non. Elle a été considérée souveraine, je ne suis pas sûr. Stratégique, pourquoi? Probablement parce que c'était un fleuron, il y avait une image, et il y avait des emplois à la clé et un risque. Avéré ou pas, on peut se poser des questions. L'État est rentré dedans, mais comme il n'a pas toujours les sous pour le faire, pour prendre à 100%, il vient chercher les copains qu'il a déjà sous d'autres coudes. Et c'est comme ça que Naval Group est rentré à 10 ou 15% pour pouvoir financer, parce que ça évitait à l'État, puis qui est allé chercher d'autres. Juste cet exemple-là. Sur tout ce qui est militaire, alors Safran a été un petit bout, mais il y a eu bien avant, dans les années, fin des années 80, début des années 90, Aérospatiale Matra, aujourd'hui MBDA. Là, il y a eu des mariages fonction publique, étatique, quel que soit leur statut de l'époque, avec des vrais privés. Et ces mariages ont été compliqués. Ils ont donné Airbus, ils ont donné MBDA, ils donnent Safran. Et puis, vous avez eu un drame, fin des années 80, qui s'est appelé historiquement les arsenaux de l'armée de terre, qui sont devenus Giat Industrie, Nexter. On est passé de plus de 10 000 personnes à combien de personnes aujourd'hui qu'on a marié avec des Allemands? Vous avez Naval Group, qui a été inspiré, ex-DCN, DCNS, qui a été inspiré en disant le GIAT, plus jamais ça. Toute cette catastrophe industrielle, on a tué, on fait plus de munitions légères, on fait plus d'armement léger, il n'y a plus de pistolets. La police, les armées, ce sont des pistolets, des fusils, etc., qui sont achetés à l'étranger. On fait plus de chars. Il nous reste 400 Leclerc, 200 sous cocon, et on espère les tenir encore quelques années. Donc on réfléchit pour en faire un en commun. Voilà ce que c'est aujourd'hui, la souveraineté. Alors c'est les dividendes de la paix, c'est tout ce qu'on veut, mais il y avait une stratégie à l'époque. Et ça a conduit à finir avec une société de 2000, 2500 personnes, qu'on a été obligé de marier avec d'autres pour essayer de survivre. Donc pour DCN, ils ont dit, oulala, on ne va pas faire la même chose. Ils ont commencé la restructuration avant le changement de statut, puis ils ont changé de statut. Et là, j'en viens à... Est-ce que l'État est un actionnaire avisé? Le problème de Naval Group, sans révéler quelconque confidentialité, c'est que nous, on a un État qui est plus à 100%, puisqu'on a fait rentrer Thales à 35%, mais c'est le client principal. Voilà. Et donc, on a un client principal qui trouve qu'on est trop cher et un client actionnaire qui aime bien récupérer les dividendes et qui, par hasard, là, probablement, comme toutes les entreprises un peu dépassant le milliard d'euros, va devoir payer des impôts supplémentaires. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand vous avez l'État qui est impliqué dans tous les secteurs, on reprend même le modèle, si vous voulez, la défense, c'est particulier, mais si on prend tout le domaine nucléaire, le démantèlement de... comment il s'appelait Areva, qui a donné Technicatom, qui a donné Orano, qui a donné Framatome, etc., où on retrouve finalement l'État partout, avec soit directement 100%, soit par EDF, soit par nous aussi, puisqu'il nous a demandé de rentrer quelque part. Mais il est client sur des sujets très stratégiques, parce qu'en fait, ce n'est pas le client direct, c'est quand même le gros financeur pour les futures centrales, les démantèlements et tout. Donc en fait, la problématique aujourd'hui de l'État, c'est qu'il se retrouve avec plusieurs casquettes en même temps, qui sont toujours très difficiles, parce que quand on est en conseil d'administration, ce qui est mon cas aujourd'hui, et donc on a vécu des choses similaires, parce que on voit bien que finalement, il n'intervient pas sur la direction opérationnelle de l'entreprise, et ça c'est bien, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, je ne suis pas sûr que tant qu'elle n'est pas en crise, et le problème c'est qu'il permet ou il ne permet pas le développement. Quand vous avez une activité duale, comme c'est le cas de Safran, qui a beaucoup de civils et qui est tiré énormément par cette machine-là, je dirais que c'est normal qu'il lâche la main un petit peu sur les stratégies et tout, et qu'il surveille en fait ce qui protège les intérêts vitaux de la nation à travers les activités de défense, ou qu'il fasse pareil au niveau du nucléaire. Mais s'il est aujourd'hui impliqué dans les chantiers de l'Atlantique, je ne crois pas que l'État achète des paquebots. Ou alors il faudrait qu'ils achètent pour loger les gens, ça pourrait peut-être servir. Mais en tout cas, il n'est pas concerné. Il est juste concerné parce qu'il y a un fleuron
qui fournit, combien ils ont de salariés, 4 000, enfin aux alentours de 4 000, mais qui fait travailler 15 000 personnes. 15 000 personnes, malheureusement, beaucoup de travailleurs détachés et beaucoup de travailleurs étrangers, puisqu'il n'y a pas la main-d'œuvre suffisante dans la région. Mais c'est un fleuron. C'est un fleuron qui fait vivre économiquement la région. Donc il est impliqué, et là on peut considérer que c'est... Donc en fait aujourd'hui, pour compléter le discours, c'est que quel est le rôle exact de l'État au sein d'une entreprise dans laquelle il est, que ce soit Renault, que ce soit Naval Group, que ce soit Safran, que ce soit les chantiers de l'Atlantique, quels sont les rôles qui se percutent ou qui peuvent poser problème. C'est ça aujourd'hui qui pose problème, parce que l'État, c'est pas un bon patron, clairement. Voilà. Il n'a jamais démontré qu'il était capable de gérer industriellement de façon performante. Par contre, en mode pompier, on fait appel à lui pour EDF, parce que EDF était quand même à 2 doigts du gouffre. Donc c'était le seul moyen de conserver probablement EDF et d'être capable de continuer et de financer demain avec nos impôts les futurs EPR. Il a sauvé le soldat Areva de la même façon. Maintenant, il y a peut-être d'autres entreprises qu'il va falloir sauver pour d'autres raisons, parce qu'elles sont sur d'autres secteurs. Il est intervenu chez Renault, il est intervenu dans d'autres entreprises, mais il y en a où il intervient alors qu'il n'y a pas de danger pour l'entreprise. Voilà. Et donc, en fait, ces stratégies ne sont pas lisibles aujourd'hui. En revanche, j'invite tout le monde à aller sur le site de l'APE, parce que vous avez les rapports d'activité qui sont en libre service et qui sont extrêmement intéressants à lire et qui permettent de détecter et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc pour moi, en stratégie, il n'y a pas que la stratégie parce qu'elle change, il n'y a pas que la souveraineté parce qu'elle peut elle aussi, et puis il y a les conditions qui font qu'aujourd'hui, pour transformer une entreprise, changer de statut pour Safran ou changer de statut pour nous, on met des années à basculer vraiment dans le nouveau mode de fonctionnement. Parce qu'on gère des queues de com. Nous, ça fait 20 ans qu'on a changé de statut, on a toujours, comme d'ailleurs Orange, des salariés, enfin des personnels qui sont encore avec leur statut d'origine. Donc c'est une double gestion. Voilà, donc en fait, il y a du temps long pour les entreprises, et la politique ou la géopolitique, et en particulier soit sur l'approvisionnement des matières premières, soit sur la défense, surtout en ce moment, eh bien, ça nécessite des décisions et des changements rapides pour lesquels les industries ne sont pas forcément aujourd'hui capables d'y aller. Et aujourd'hui que la France a des difficultés financières, elle va avoir du mal à financer des chamboulements ou des urgences parce qu'effectivement, les moyens ne sont pas là. Merci beaucoup. Donc beaucoup de contradictions, hein. Ça relaye ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les multiples contradictions, mais liées aux différentes casquettes de l'État. Je retiens aussi que sur la question de l'exemplarité, on le savait, hein, mais en tout cas on en a une illustration ici, plutôt sur l'absence d'exemplarité en matière sociale notamment. Merci d'avoir évoqué ces différents cas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent évoquer? Alors je vois une main qui se lève. Quelle boîte? Oui, je vais me lever, Alexandre. N'oubliez pas de vous présenter, excusez-moi. Ouais. François Trinquet, chez Arabelle Solutions, mais si vous avez suivi un peu l'actualité récente, il y a 3 mois, on était General Electric, et puis il y a 7 ans, on était Alstom. Un grand pan de l'histoire, avec beaucoup de choses qui ont été résumées dans la présentation initiale et puis ce qu'on a actuellement à l'écran. Clairement, au départ, enfin, si vous vous rappelez, en 2014, donc, Alstom, par son PDG Patrick Cron, considère que, vu l'endettement du groupe, il doit vendre une partie de ses activités, et il décide de vendre toute la partie énergie, qui s'appelait Power, donc, de Alstom, pour garder que la partie transport. On sait d'ailleurs qu'il y a encore quelques soucis aujourd'hui. Et bon, je ne parle pas de cette partie-là. Et donc, il a trouvé un repreneur, un petit peu aux dépens de l'État, si vous vous rappelez, aux dépens de Montebourg, qui avait fait une petite colère d'ailleurs, à un Américain, General Electric, qui au passage a bien flairé la bonne affaire malgré ce qu'il a pu dire récemment lors de la vente à EDF, donc il y a quelques mois, parce qu'il devait payer notamment les sommes de pénalités ou d'amendes que le département de justice américain avait infligées à l'entreprise. Et au dernier moment, il a dit non, c'était à l'époque d'Alstom, donc moi je ne paye rien. Une petite paille, 700 millions d'euros. Pour revenir à ce qui a été présenté, pourquoi moi je voulais intervenir, c'est parce que quand on est passé donc General Electric, certains secteurs ont été jugés stratégiques, et donc Arnaud Montebourg a obtenu que certaines activités,
il y ait une fameuse golden share, justement, qui soit prise par l'État. Ça a été le cas des activités nucléaires, qui maintenant donc, sont arrivées chez EDF depuis 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 ans où donc l'État avait une action de blocage? Pas grand-chose. Je dirais, il s'est passé presque l'inverse de ce qu'on pourrait attendre en tant que citoyen, mais en tant qu'actionnaire dans une entreprise, quelque chose de classique. C'est-à-dire, il était effectivement pour pouvoir avoir une performance économique de l'entreprise et rien d'autre. L'aspect social a été complètement occulté. Sur la Golden Share, tu peux peut-être expliquer à tout le monde, surtout que ça concerne d'autres. Oui. Bah, c'est une action, hein, mais sans valeur, mais qui permettait à l'État, d'être présent au conseil d'administration et donc de pouvoir éventuellement influer sur certaines décisions, mais aussi pouvoir bloquer certaines décisions s'il pensait que c'était stratégique ou en tout cas contraire à ses orientations ou à ses intérêts. Justement par rapport aux intérêts, hein, entre le moment du rachat et puis le moment de la vente, ou même de ceux qui restent aujourd'hui chez General Electric qui viennent d'Alstom, il y a eu régulièrement des coupes sociales en France et à l'étranger, mais la plupart en Europe. Donc là, le poids de la France ou de l'Europe, on voit bien qu'il y a justement presque une opposition, hein. On l'a annoncé comme ça va protéger l'emploi, les savoirs, ainsi de suite. Pas du tout. Le but de General Electric, un groupe américain, c'est la vieille Europe, c'est pas intéressant. Il n'y a pas une croissance économique suffisante. C'est pas là que je vais investir. C'est là que je vais désinvestir, notamment dans l'emploi. Et on le voit encore, hein, si vous suivez aussi encore l'actualité de General Electric, qui maintenant n'est plus du coup avec cette golden share de l'État, hein, continue encore d'annoncer des suppressions de postes en France ou en Europe, parce que les marchés ne sont pas assez performants en termes de rentabilité, hein. Et le travail est trop cher. Même si c'est en Pologne ou en Albanie ou en Roumanie, c'est trop cher. Et parce qu'il y a aussi l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Il y a l'autre aspect, bien sûr, clairement, qui depuis quelques années fait que, vu la politique américaine, ils préfèrent se recentrer énormément sur les États-Unis et l'Asie, et pas l'Europe. Donc le rôle là-dedans de l'État, pas grand-chose, à part si on arrive à le convaincre par des éléments économiques, justement, qu'il a un intérêt à peut-être infléchir cette politique. C'est ce qu'on a fait récemment, ce qui a abouti notamment, c'est pas grâce à nous, mais on a joué dans la partie de la vente des activités nucléaires à EDF, donc que General Electric cède à EDF. Faut savoir qu'entre ce qui était prévu au départ et ce qui a été effectivement mis en place au moment de la vente, en France surtout, mais dans le monde, on a modifié le curseur des effectifs de 50%. On a augmenté l'effectif qui devait être transféré de 50%. Donc au lieu d'être à peu près 2500, on est passé à 3600. C'est pas anodin. Et ça touche surtout des salariés en France. Mais ça a été un travail de 2 ans de réunions mensuelles, régulières, avec des conseillers au ministère, pour leur démontrer qu'il y avait l'aspect social, c'est notre rôle, mais il y avait aussi l'aspect économique et stratégique, que clairement, sur l'aspect nucléaire, mais au-delà, hein, on était encore General Electric, il y avait un désinvestissement de l'énergie, alors que ça fait partie des orientations stratégiques dont a besoin l'Europe. On l'a bien vu, hein, avec la crise, avec la guerre en Ukraine notamment, mais pas que, qu'il y avait besoin d'avoir réellement une vraie orientation politique, et pas seulement économique et sociale, sur cet aspect-là. Voilà ce que je pourrais dire. Après, sur les autres points, voilà, c'est juste pour revenir. Voilà, il a fallu les convaincre pour l'actionnaire avisé de l'État. Il n'était pas très avisé. On a réussi quand même, mais il a fallu 2 ans. Hein. Et oui, ce que j'ai oublié de dire, hein, c'est qu'au-delà aussi des 50% qu'on a obtenus, on a aussi évité, juste avant, des suppressions de postes beaucoup plus importantes que ce qui avait été prévu par la direction. J'aime à raconter à certains de mes collègues que le dernier jour où la direction devait annoncer le chiffre final, ils ont eu un coup de fil inopéné
une heure avant qu'on les voit, et j'ai eu l'information après indirectement que c'était le ministère qui les appelait pour leur dire bon, vous renvoyez votre copie, parce que ils avaient compris enfin, après 2 ans, que ces décisions stratégiques allaient avoir un impact économique, mais aussi stratégique sur l'énergie, et notamment nucléaire, et donc, par exemple, la capacité à pouvoir fabriquer les nouveaux EPR en France, mais aussi en Europe. Il y a d'autres projets qui sont actuellement avancés ou proches Europe. Nous, par exemple, on travaille actuellement sur des projets qui sont en Turquie et en Égypte, qui nous font travailler énormément, qui font rentrer beaucoup d'argent, mais surtout qui font travailler beaucoup de personnes. Voilà. Merci. Donc un autre exemple, effectivement, où on a une trajectoire comme assez intéressante d'activités qui, pour certaines d'entre elles, finissent quand même par être nationalisées. Hein. Donc c'est un cas de figure quand même qui est assez intéressant et qui illustre le propos de tout à l'heure, hein, par rapport au fait que l'État aujourd'hui, en dépit des politiques qui sont au pouvoir aujourd'hui, hein, ne s'interdit pas, dans certains cas, hein, de recourir à cet outil, celui de la nationalisation, outil qui avait été pendant un moment, hein, totalement décrédibilisé politiquement et qui aujourd'hui n'est plus un tabou, hein, pour en tout cas une bonne partie de la classe politique. Nouvel exemple, nouveau cas. Alors, juste peut-être avant d'avoir un exposé d'une autre entreprise, je crois qu'on a quelques questions du chat qui sont à relayer. On a ou une question, commentaire, ou une seule exactement, question. une question du chat que je vais me permettre après de pas reformuler mais d'approfondir. Donc c'est Olivier en ligne qui dit quels moyens se donne l'État pour faire respecter les engagements pris par les entreprises. Donc on sort un petit peu, enfin on décale à peine la focale, mais je trouvais que c'était intéressant de la faire passer maintenant, juste après le cas Alstom. Et on avait aussi le cas, on peut avoir aussi les images qu'on a sur les engagements pris dans le cadre de Sanofi. On a eu d'autres exemples dans l'actualité plus ou moins récente. Il y a des engagements, sont-ils respectés? Et si oui, à quelles conditions? Alors, juste peut-être, et je vais vous laisser réagir si vous le souhaitez en tout cas. Et dans la salle, vous avez tout à fait aussi la possibilité de réagir sur cette question précise. Mais la question du respect des engagements pris par des entreprises, on peut penser notamment dans les dossiers majeurs de ces dernières années, on peut penser à Nokia qui avait racheté Alcatel-Lucent et qui s'était engagé sur un certain nombre de choses. Donc il y a sans doute des gens dans la salle qui auront des choses à dire à ce sujet. Mais on peut penser aussi à SFR qui avait été racheté et où le nouvel actionnaire s'était engagé à maintenir l'emploi pendant 2 ans, ce qu'il a fait, mais immédiatement à la fin des 2 ans, il a engagé une restructuration massive touchant plus d'un tiers, je crois, des effectifs. Donc je crois que la question du Olivier M, sans doute, je pense le connaître, renvoie à son groupe d'appartenance en particulier. Donc je vous laisse réagir si vous le souhaitez sur ces points-là, tous les trois, si vous le souhaitez, puis ensuite, même dans la salle. Oui, juste un petit complément. C'est intéressant effectivement de rappeler qu'au-delà des prises de participation, il y a des moyens d'action de l'État pour influer sur les politiques industrielles ou sur les stratégies des entreprises, notamment lorsqu'il y a des cessions d'activités. Le plus souvent, c'est le cas de configuration de cession d'activités d'entreprises françaises qui se retrouvent rachetées par des groupes dirigés par des groupes étrangers. Et là, c'est souvent à ces occasions-là qu'il y a ce type d'engagement. Alors après, ce type d'engagement, les conditions de contractualisation et de tenue de ces engagements, bon, ça c'est toujours la question qui peut se poser, mais c'est souvent dans ces moments-là et qui est une autre façon d'intervenir sur l'activité industrielle en France, d'activités qui sont cédées à l'étranger. Donc voilà, c'était juste pour signaler qu'on n'en avait pas beaucoup parlé pour l'instant, mais l'action de l'État sur la politique industrielle ne se limite pas aux seules entreprises où elle détient de manière directe ou indirecte des parts dans le capital. Alors, si on raisonne politique industrielle, on est tout à fait d'accord, parce qu'on a aussi les engagements, mais ça peut être aussi la fiscalité, la réglementation, les achats publics. Il y a énormément de leviers potentiellement à la disposition de l'État qui lui permettent d'influer
plus ou moins fortement, hein, sur le devenir des entreprises. Et sur la question à proprement parler des engagements, les deux exemples que j'ai évoqués, hein, Nokia et SFR, sont, à mon sens, deux exemples, malheureusement, où l'État a tenté de bien faire, en tout cas, me semble-t-il, et où, malheureusement, dans un cas, celui des SFR, les engagements étaient trop courts, et le jour où les engagements n'avaient plus lieu d'être, la restructuration était terrible. Et puis, dans le cas d'avant, celui de Nokia, si vous avez lu un petit peu la presse ces dernières années à ce sujet, vous avez pu lire maintes fois que les discussions étaient vraiment difficiles, que Nokia louvoyait un petit peu et ne respectait pas vraiment ses engagements, etc., etc. Et donc, ça montre la difficulté de l'État à se faire respecter, en tout cas dans ce cas précis. Et d'ailleurs, on peut penser qu'aux États-Unis, quand il y a des rachats d'entreprises américaines par des entreprises étrangères, quand elles sont considérées comme stratégiques, et l'acception de stratégique là-bas est très très large, vous êtes obligé en tant qu'acquéreur de passer devant ce qui s'appelle le CFIUS, hein, le Committee on Foreign Investment in the United States, et celui-ci accorde ou pas l'autorisation de réaliser la transaction, mais peut revenir, en tout cas c'est un levier fort dont il dispose, c'est il peut annuler l'autorisation qu'il a accordée si des engagements n'ont pas été tenus. Et bon, on ne parle pas du même pays en termes de puissance, etc., etc., mais en tout cas, on a un pays qui a peut-être davantage de moyens de se faire respecter et qui est sans doute plus dur, plus strict, hein, dans les engagements qu'il tente d'imposer à des entreprises lorsqu'elles réalisent des acquisitions. D'autres réactions? Non, mais tu as fait la réponse à la question qui a été posée, c'est que l'État n'a pas, aujourd'hui, alors il a commencé, tu en as fait référence tout au début, son arsenal juridique évolue, il essaye de trouver aujourd'hui des parades pour être beaucoup plus protégé dans ces situations-là, mais il n'a pas vraiment beaucoup de leviers, notamment quand c'est des investissements étrangers. Dans d'autres cas, c'est différent. Et après, moi je peux relayer un discours, on va pas faire la phrase de Pasqua, mais il y a que ceux qui veulent les entendre. Et malheureusement, en tout cas pour ce qui est des engagements qui seraient sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la préservation soit de la gouvernance, soit la préservation des emplois, bien souvent la capacité à lire si ces engagements sont réellement contractualisés, c'est plus compliqué parce qu'en réalité, on n'est pas à l'endroit où les contrats se font. Et quand on arrive a posteriori à obtenir les documents qui pourraient officialiser un certain nombre de choses, je ne vais pas faire l'offrande de vous montrer le type de documents qu'on reçoit, mais ils sont tellement marqués qu'il doit rester 2 mots sur un A4. Donc, ils ne vous permettent absolument pas de déchiffrer les engagements qui ont été proposés, alors que normalement, c'est censé s'y trouver. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis, pour être dans le sujet, je pense l'entreprise qu'on vient d'évoquer, il y a aussi un certain nombre de discussions auxquelles on peut participer, parce que dans mon entreprise ou dans d'autres entreprises, lorsqu'il y a des opérations, les partenaires sociaux sont autour de la table. On entend, hein, comme certains engagements peuvent être publics, là, on a entendu des choses sur un cas en ce moment. Est-ce que ces engagements-là et la forme qu'elles prendront dans un engagement contractuel, alors là, la vision, elle est beaucoup plus sombre pour moi. Oui, alors quelques points en réaction à tout ce qui a été dit. Et sur ce dernier point, effectivement, hein, les engagements, c'est des engagements uniquement à court terme, un peu formels. Ça permet surtout d'éteindre un incendie politique. À un moment, c'est le principal enjeu. Hein. Et ce qui m'amène à quelque chose qui est une réaction à un certain nombre de remarques, c'est que quand on parle de l'action de l'État, il faut vraiment distinguer 2 choses. Hein. Il y a l'État en tant qu'administration, qu'organisation, qui perdure dans le temps, et puis il y a les acteurs politiques, les ministres, etc. Et les deux peuvent être assez largement disjoints. Hein. Faut pas tout ce que je décrivais tout à l'heure sur cette
profonde transformation de normalisation. Elle a été faite essentiellement par l'administration, justement parce qu'elle a été largement dépolitisée, et donc les acteurs politiques s'en sont peu préoccupés. D'ailleurs, quand on regarde des décisions politiques précises, souvent la personnalité du ou de la ministre compte parfois plus que son parti politique. Est-ce qu'il s'intéresse plus ou moins à telle ou telle question? Est-ce qu'il a plus ou moins envie d'intervenir sur des questions économiques ou pas à un moment donné? Est-ce qu'il est plus ou moins compétent sur les aspects industriels ou pas? Et donc là, on a des choses qui se jouent en dehors assez loin du débat politique. Mais ce qui n'empêche pas qu'à certains moments, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est des fois la disjonction entre les deux, c'est qu'à certains moments, il y a des sujets qui, pour différentes raisons, sont cadrés comme des sujets politiquement chauds, importants. Alors typiquement, quand c'est des entreprises qui produisent des produits grand public, où du coup la population globalement a une idée, là tout un débat sur le Doliprane, parce qu'on consomme tous du Doliprane. Est-ce que c'est stratégique ou pas? J'en sais rien, j'ai pas d'avis dessus. Encore une fois, c'est vraiment une question de cadrage. Mais quand l'État a privatisé Safran, Snecma, ça n'a pas intéressé grand monde. Enfin, à part évidemment les gens de Snecma, mais sinon, voilà, parce que les moteurs d'avion, fondamentalement. Donc là, il y a des enjeux de ce que les gens en sciences politiques appellent de la science politique. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont de la science politique ou qui n'en ont pas, ou qui en ont à un moment et qui n'en ont pas à un autre. Et c'est pas forcément très facile à anticiper parfois. Et d'ailleurs, des fois, il y a des choix stratégiques qui sont faits par des dirigeants d'entreprise en accord avec l'État, où on se dit mais non, on va pas avoir de problème là-dessus. Et puis en fait, il y a un truc qui émerge. Ou à l'inverse, on se dit oulala, il risque d'avoir un conflit. Et puis en fait, il y en a pas. Donc c'est pas toujours super simple à anticiper. L'autre point il y a plein d'autres choses, mais je vais être court. Juste sur un autre point. Sur la question du contrôle des entreprises, qu'est-ce que ça veut dire contrôler une entreprise? Je pense que c'est vraiment une question pour le coup, qui se pose au sein de l'État et que finalement se posent beaucoup d'actionnaires, de manière générale. Comment est-ce qu'on contrôle une entreprise? Typiquement, l'État aujourd'hui se dit, si on contrôle 10-15% d'une boîte, à partir du moment où il n'y a pas d'autres gros actionnaires, on la contrôle. Ils n'ont pas tort, fondamentalement. C'est ce que font beaucoup d'actionnaires privés. Il n'y a pas forcément besoin de posséder 51% des boîtes, ce qui par ailleurs n'a pas forcément beaucoup de sens, même financièrement, autant posséder 100% que 51%, souvent. Mais bon, donc qu'est-ce que c'est que ce contrôle? La question de la nationalité des entreprises aussi, c'est très ambigu. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte française? Franchement, je ne sais pas définir, moi, ce que c'est qu'une entreprise française. J'en sais rien. Parce que les entreprises sont en réalité françaises, mais dont le siège social n'est pas forcément en France. Il y a voilà, et par contre, il y a un enjeu qui est quand même essentiel, notamment pour les grosses entreprises industrielles, ce qui n'est pas vrai de tout le tissu économique français, mais pour les grosses entreprises industrielles, celles notamment gérées par l'agence de participation de l'État, mais aussi certaines qui sont privées, de statut privé. C'est quand même un lien sociologique. Alors là, c'est vraiment le sociologue qui parle, mais c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que la proximité sociologique entre les dirigeants d'entreprises, des grandes entreprises publiques et financières françaises et les hauts fonctionnaires au sein de l'État, elle est quand même extrêmement forte. Et une partie du contrôle, qui est un contrôle très informel, en fait, qui passe par ça, par le fait que c'est des gens qui ont les mêmes formations, voient le monde de la même manière, savent dialoguer, se voient aussi potentiellement, et voire circulent entre ces deux mondes. Voilà, pensez les grandes banques françaises sans les inspecteurs des finances, vous enlevez tous les dirigeants des grandes banques françaises. Pensez le monde industriel français sans les grands corps d'ingénieurs, vous perdez la plupart des dirigeants des grosses boîtes industrielles françaises. Et donc cette proximité sociologique, elle fait partie aussi du contrôle, en fait. C'est quelque chose d'un peu intangible, mais elle fait partie du contrôle. Et effectivement, à partir du moment où une entreprise ou un morceau d'entreprise est racheté par une entreprise étrangère, où les dirigeants, quelle que soit leur opinion sur l'emploi en France, sur quoi que ce soit, de toute façon, appartiennent pas au même monde, à partir de ce moment-là, ils font des choix qui sont des choix industriels, qui sont les leurs, etc. Typiquement, ce qui était décrit tout à l'heure sur GE, quand ils rachètent les turbines d'Alstom. Voilà, à un moment, ils considèrent qu'ils sont une boîte américaine, que leurs enjeux, ils sont d'abord américains, et que la filiale française, elle est bien, pas bien, on ne sait pas, mais enfin, fondamentalement, c'est secondaire dans les choix stratégiques, et ça va être une variable d'ajustement, nécessairement en réalité, en fait, et c'est normal parce qu'à leur place on ferait pareil d'une certaine manière. Enfin, faut poser les choses un peu brutalement.
c'est aussi vrai des entreprises françaises à travers leurs filiales internationales. À un moment, ça va être leur variable d'ajustement dans des choix stratégiques, et il ne faut pas être naïf là-dessus. Voilà. Merci. Alors, une petite remarque et je donne enfin la parole qui a été demandée sur la question de la nationalité des entreprises, mais ça rejoint, mais c'est aussi, on peut évoquer aussi la question de l'exemplarité. Dans toutes les boîtes qu'on a montrées tout à l'heure, où l'État est présent dans le capital à une certaine hauteur, pas forcément justement à des niveaux très élevés, parce que dans la plupart des boîtes, les Safran, les Thales, Orange, etc., on n'est pas à 51%, etc. On est dans certains cas, 15%, dans d'autres cas, un peu plus à 25%, ou dans ces eaux-là. Mais effectivement, l'État peut se permettre d'être un acteur majeur, même en étant présent avec 15%, voire un peu plus. Dans le monde des entreprises totalement privées, on a aussi ce phénomène-là. On parlait tout à l'heure avant le démarrage de Bolloré qui a fait sa spécialité de contrôler des groupes entiers en étant toujours sous le seuil des 30%, ce qui permet aussi d'empêcher l'histoire c'est aussi un seuil de déclenchement des OPA en France, dans certains cas. Et oui, une chose sur quand même l'exemplarité, c'est que l'État, il a beau être présent au capital de toute une série d'entreprises, de fleurons de l'économie française bien souvent, un bon nombre d'entre elles dans ces entreprises, et je ne rentre pas dans le débat sur voir c'est quoi une entreprise française, etc. Mais simplement, effectivement, il y en a un nombre d'entre elles qui sont cotées, pas forcément en France, qui sont cotées aux Pays-Bas, qui ont leur siège hors de France, etc. etc. Bon, voilà, c'était une petite remarque au passage sur la question de l'exemplarité, ou de l'absence plutôt d'exemplarité. À toi. Juste là-dessus, un micro-point, excuse-moi, c'est vraiment pas pour... C'est juste parce que ce que tu me dis me fait réagir là-dessus. D'autant plus que l'État, quand il vend des paquets d'actions, les vend généralement à des investisseurs institutionnels et quasiment systématiquement, parce que c'est le plus simple pour lui, et il le vend à des investisseurs institutionnels totalement internationaux, pas spécifiquement français. Et donc dans le capital des entreprises publiques, la part, enfin des entreprises où il y a du capital public, la part du capital international, moi j'avais suivi chez Safran, mais c'est vrai dans à peu près tous les boîtes, surtout les boîtes qui marchent bien, comme typiquement c'est le cas de Safran, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux qui peuvent être largement plus importants en nombre que l'État, mais qui, vu qu'ils sont individuellement fractionnés, en fait, ont une influence uniquement via le cours de l'action et pas via une action directe. À toi. Alors moi, je suis représentante syndicale chez Atos. Donc Atos, vous venez justement de parler de la proximité des dirigeants de l'État. Donc on peut, si on revient à l'histoire d'Atos, et des activités qui intéressent l'État aujourd'hui chez Atos et qui sont des activités qui sont venues de chez Bull. Et donc c'est des activités qui ont toujours été protégées et dans le cadre du plan de calcul de Gaulle, et qui un jour, parce qu'elles étaient en difficulté, parce que l'activité la plus importante, c'est le HPC, donc c'est le calcul intensif, mais il y a d'autres activités de cybersécurité, produits et de télécommunications numériques dans le cadre d'action militaire ou de la défense, mais les plus importantes et celles qui semblent très intéresser énormément l'État, ce sont les activités du HPC. Eh bien, l'État a trouvé quelqu'un pour les loger chez lui dans un groupe qui allait bien, c'est le groupe Atos, et chez Thierry Breton, qui était justement quelqu'un comme vous décriviez il y a 2 minutes, les politiques, les pantouflards, on va dire, qui forcément, probablement à cette époque-là, l'objectif de l'État était de démontrer qu'il n'avait pas besoin de posséder une entreprise, mais qu'avec des lumières businessmen très intelligents comme Thierry Breton, qui était au ministère des Finances et qui a pris avec lui tous ses copains, parce que le cabinet de Thierry Breton à l'époque était transféré aussi chez Atos pour gérer Atos. D'ailleurs, le directeur de cabinet du ministère aujourd'hui, c'est quelqu'un de Worldline, qui était une entreprise de chez Atos, du groupe Atos, le directeur de cabinet du ministre des Finances aujourd'hui.
Donc c'est le sérail. Puis on a eu après au comité d'entreprise, on a eu aussi Édouard Philippe dans cette entreprise. Donc ça n'a jamais quitté. Cette entreprise a toujours été un peu de connivence avec l'État. Sauf que lorsque Thierry Breton est parti, eh bien le lobbying qu'il faisait probablement pour obtenir des marchés, pour pouvoir en fait subventionner d'une manière détournée ces activités HPC qui sont des activités qui sont difficiles. En fait, elles ne sont pas très rentables. C'est le dernier, en fait, nous sommes le dernier fabricant de supercalculateurs en France et en Europe. On a de grandes difficultés concernant en fait la vente de ces supercalculateurs parce que nos concurrents sont protégés, on va dire, aux États-Unis comme vous venez de le décrire et en Chine. Et de ce fait, eh bien, lorsqu'il y a un appel d'offres, même en France, on est en concurrence. La France est en concurrence avec les Allemands non, ils sont avec les Américains et avec les Chinois, donc Lenovo et HPC. C'est nos principaux concurrents. Et on est en compétition avec eux d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une semaine, l'État français qui a déclaré vouloir sauver Atos en achetant, en fait, en investissant 50 millions d'actions préférentielles telles que vous les décriviez tout à l'heure, avec un taux très élevé qui est équivalent à celui des créanciers, qui est à 15% en fait, eh bien, il a donné un marché. Il a offert un marché, il a répondu favorablement à un marché de HP avec Orange en fait. Et du coup, c'est une contradiction totale de ce qu'il envisage de faire, c'est-à-dire trouver un moyen d'imposer ou de convaincre des entreprises de l'API pour acheter Atos. Et chose qui est tombée à l'eau parce qu'il y avait tout un projet, toute une offre de l'État, mais qui n'était pas en fait. C'est une offre, on va dire, à laquelle Atos a répondu défavorablement parce qu'il jugeait le prix pas très élevé. Et donc, effectivement, la direction d'Atos aujourd'hui dit qu'elle ne va pas brader ses activités pour les sauver et que est-ce que c'est de la négociation qui est en cours et qui continue à avoir lieu? Est-ce que c'est définitif? Nous ne savons pas. Donc, une entreprise ou un État qui veut de la performance économique ou qui lutte pour la performance économique des entreprises où il considère qu'il y a une partie souveraine, parce que Atos, une grosse partie ne l'est pas au sens de l'État, qui définit ses activités souveraines comme il l'entend, et qui d'ailleurs, pour des activités qui sont de la commande des centrales nucléaires, considère pas souveraines. Il les considère pas du tout souveraines, mais il y a quand même un projet de vente à Alten, qui est une entreprise française. Alors, est-ce que cela s'est fait avec l'entente de la direction de l'entreprise? Nous ne savons pas. Donc, tout ça, c'est des choses qui nous échappent. Bien évidemment, nous ne voulons pas que soit vendue cette partie qui est pour nous importante et qui devrait être souveraine et qui est importante aussi pour Atos, mais elle le sera probablement. La demande qui a été faite par toutes les organisations syndicales, c'était que avant que la dégradation de la situation soit dans un tel état là que l'action elle est descendue, elle s'est divisée par, on va dire, 80% ou même 90%. On aurait voulu, et on est allé rencontrer en fait le cabinet du ministère pour demander à ce que, avant même le projet d'investissement d'Airbus là, qui est tombé à l'eau d'ailleurs de 30%, on voulait juste que l'État investisse à 10%. L'action, elle était vraiment très dégradée. Et pour rassurer les actionnaires et pour donner en fait une perspective aux salariés, à l'entreprise et même aux actionnaires, eh bien, ça n'a pas été fait. La réponse qui nous a été donnée, c'est que l'État refuse en fait d'être actionnaire ou alors là nationaliser. Il ne voulait même pas en entendre parler. Et pour eux, ils voudraient bien participer ou avoir des sociétés d'API qui veulent bien investir dans l'entreprise et que l'entreprise soit rentable. Ils ne veulent pas venir en pompier ad vitam aeternam. Donc c'était ça
C'était ce que disait en fait le personnel du cabinet du ministère. Aujourd'hui, l'État est donc défaillant. Il a répondu en pompier l'été dernier, parce qu'il y a eu justement une commission des opposants, commission sénatoriale, hein, qui a fait toute une enquête et qui a pointé du doigt l'absence de l'État. Et c'est pour ça que l'État a essayé d'agir en disant nous n'allons certainement pas laisser tomber ces activités qui sont importantes et pour l'aspect militaire. Manifestement, il y aurait des généraux qui ont dit que c'était très important d'avoir ça sous l'égide de l'État français parce que eh bien, c'était pour des calculs, des calculs importants. Voilà, c'est pour le calcul uniquement. Donc, l'État est défaillant et n'est pas présent. Et pour la saga d'Atos, elle n'est pas finie, hein, mais c'est une démonstration vraiment que les actions, elles sont purement politiques dans cette affaire-là, purement électoralistes. Et aujourd'hui, nous ne savons pas, puisqu'il y a quand même un brouillard total quant à qui est l'État aujourd'hui, qui sera l'État demain, et quelle est sa responsabilité dans la protection de la souveraineté nationale, eh bien, personne n'agit, et l'opposition non plus, parce que c'est pas très clair aussi l'opposition. Qui est l'opposition aujourd'hui et quelle est l'importance de la souveraineté en termes de calcul? Nous ne savons pas. Alors, merci beaucoup. Il y a peut-être un petit élément supplémentaire, et il y a peut-être des compléments qui viendront ensuite sur ce cas particulier, mais peut-être faut-il ajouter que l'État, avec l'aide de Thales, envisage de racheter quelques activités considérées comme... c'est tombé à l'eau. Je sais qu'il y a des discussions qui n'ont pas réussi autour de la valorisation de ces activités. Donc Thales est partie prenante de ces discussions-là aux côtés de l'État, mais ça fait partie quand même, on évoquait tout à l'heure la question des nationalisations partielles, ça fait partie des choses qui sont envisagées, semble-t-il. C'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Tu dis c'est tombé à l'eau? Ah non, mais moi je suis sûr que c'est tombé à l'eau. Donc c'est tombé à l'eau. Ils disent que on va encore discuter et on va continuer à le faire, mais la position de la direction elle était claire et on l'a eu hier. Et je vais pas dévoiler les trucs confidentiels. Bien sûr. La direction d'Atos dit que nous n'avons pas besoin de vendre ces activités. À la limite. Si l'État a mis 50 millions dans une action préférentielle, ben, si on a d'autres offres, eh bien, on rend à l'État ces 50 millions d'actions préférentielles et on vend à meilleur prix. Mais on n'est pas obligé de les vendre, ces activités. Aujourd'hui, le plan de restructuration d'Atos, il a été, bon, on ne sait pas là, parce qu'on aura la réponse la semaine prochaine. Il y a une vente qui est prévue de Worldgrid et manifestement, elle sera faite. Et tel qu'il est construit ce plan, il est viable sans, et c'est les créanciers, à mon avis, qui ne veulent pas vendre à 700 millions, hein, il est viable sans la vente de BDS à quiconque, quoi. Et au cas où, comme je vous disais, au cas où il y a un problème sur ces actions préférentielles qui ont été achetées à 50 millions, un prêt, eh ben, il sera rendu. Voilà les dernières nouvelles. D'accord. Merci beaucoup. Juste peut-être, alors derrière, il y a j'ai vu une main qui se levait sur le même sujet. Pierre, vas-y, tu peux lui donner. Et après, on passera, je sais qu'il y a une main qui s'est levée côté Thales. Donc, on t'aura la parole dans quelques instants. Oui, c'est Lionel. Je suis aussi représentant d'Atos, syndical d'Atos. Ouais, je vais corriger quand même 2-3 petits trucs. Déjà, le droit de souscription, c'est 1 euro. Hein. On a eu un prêt à côté de 50 millions, mais c'est 1 euro. L'histoire n'est pas finie pour Atos. En aucun cas, elle est terminée. Il y a 5 milliards de dettes, c'est les créanciers qui seront au pouvoir. D'accord ? Donc, comment récupérer ces 5 milliards de dettes? Il va falloir vendre. Tout simplement vendre. Et si l'État n'intervient pas, il vendra. Okay. C'est aussi simple que ça. À nous de savoir, en fait, à qui il va vendre. C'est là qu'il faut agir. Pour moi, Thales n'est pas abandonné. Hein.
vous rappelez, il y a eu Airbus sont venus 2 fois. Hein, d'accord. Thales n'est pas abandonné pour l'instant. On ne parle plus, mais ils sont en train de négocier le prix, tout simplement. Okay. C'est un problème d'argent. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en sais rien. Mais ok, non, c'est pas terminé. Airbus, c'est sûr, parce que là, ils sont dans la merde en ce moment, donc de toute façon, ils ne reviendront pas une 3e fois. Mais Dassault, Thales, à mon avis, ils vont revenir sur le sujet. Pour ce qui est de l'État, en fait, il y a encore des interventions de l'État. C'est pas terminé hein, pour Atos. Il y a encore eu des interventions. Ce serait que hier, en fait, la CGT a rencontré le ministère de l'économie pour en parler. Et on espère, on croise les doigts qu'il y a encore un projet de nationalisation, alors partiel ou total, on n'en sait pas encore, qui tombera dans les niches parlementaires, hein, qui, je me semble, vont tomber fin octobre ou fin novembre, en fonction des... Donc on espère en fait encore ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va dans le mur. Okay. Si l'État ne tient pas, on va dans le mur. Okay. Non, l'entreprise n'est pas viable en fait actuellement, aujourd'hui. On ne peut pas rembourser nos dettes. Okay. Et on va avoir un démantèlement complet, voire un drame social dans les 2 années qui viennent. On fait 9 milliards, entre 9 et 10 milliards de chiffre d'affaires, on a 5 milliards de dettes de rembourser. On va pas se leurrer. Hein. On va dans le mur si l'État n'intervient pas. Parce que j'ai bien lu la doctrine de l'APE, hein. Les critiques et tout ça. Enfin, les critiques, avantages, inconvénients plutôt. C'est très bien. Moi, c'est ce que je veux, moi. Pour Atos. Moi, je veux ça. Et après, je reviens dans 2 ans, 3 ans, et je vous donnerai en fait les avantages et inconvénients chez Atos de ça. D'accord? Mais nous, on veut ça. Hein. Okay. Une intervention en fait de l'État, okay. Contrôle des activités stratégiques et souveraines. Hein. On parlait des HPC, hein, comme disait Alia, la cybersécurité en fait pour la défense nationale. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On a plein d'applications en fait aujourd'hui qui sont stratégiques et souveraines que l'État ne considère pas souveraines. Mais on a France Connect, les données de santé, en fait, etc., les données d'impôts, etc. On les a chez nous aussi. Hein. Est-ce que c'est souverain les données d'impôts? Avec le montant que je paye, non, moi non, mais pour certains, oui, je peux vous le dire. Okay. Donc voilà, donc je pense que c'est pas encore terminé. L'État a un rôle à jouer, mais en fait, il faut qu'il fonce dedans parce qu'il va y avoir un drame social. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, ce qu'on peut noter, hein, c'est que on a du mal, à travers les différents exemples qui ont été mis sur la table, on a du mal à déceler une cohérence dans la vision de l'État par rapport à ce qui relève de la stratégie, de ce qui est stratégique ou qui ne l'est pas. Je pense que Atos, de ce point de vue-là, est assez emblématique hein, de ces hésitations. Il y avait peut-être une remarque dans le chat, juste avant, que tu interviennes. Alexandre. Il y a plusieurs remarques dans le chat que je vais essayer de ramener aux enjeux qui ont été amenés dans les différentes interventions. La première qui nous vient de Philippe en ligne, il pointe du doigt aussi le fait que l'État peut agir pas uniquement par des prises de participation, j'ai pas besoin de l'ordi, il peut aussi agir en tant que financeur via du prêt bancaire. Mais ce qui peut poser la question des contreparties, notamment quand les montants sont importants, et Philippe met en avant l'exemple d'ArcelorMittal, avec des enjeux de décarbonation très forts, des horizons d'investissement qu'un acteur privé ne peut pas nécessairement assumer, et donc l'État, dans ce cas-là, répond à un de ses rôles, mais est-ce qu'il ne devrait pas aussi prendre en contrepartie des participations pour peser sur des décisions à venir? C'est la première question du chat. La deuxième question du chat, c'est finalement celle aussi de la possibilité ou non laissée à l'État d'utiliser les bénéfices d'une entreprise dans laquelle il est présent via l'APE en remontant du dividende pour aller financer d'autres activités peut-être à perte qui sont tout aussi importantes. Et derrière cette question, on peut la reformuler aussi sur est-ce que l'État peut-il se comporter autrement que comme un actionnaire finalement assez classique au regard des contraintes légales auxquelles il fait face? Alors, sur la première question, bon, vous avez le droit de répondre aux 2 questions, évidemment, mais peut-être davantage sur la première, mais si vous le souhaitez, hein, c'est pas obligatoire. Répondre, je suis pas sûr, au moins réagir. Je pense que c'est lié, mais les exemples qui ont été cités, c'est lié à la situation du moment. Là, le sujet d'ArcelorMittal a été traité. Oui, pourquoi? Parce que dans le même temps,
l'État a, entre guillemets, forcé ses industriels à rentrer dans un schéma de décarbonation qui est assez lourd. Vous avez entendu les 50 sites les plus émetteurs de CO2 sur lesquels il faut travailler. Donc l'État, j'allais dire, se retrouve presque obligé là, dans ce schéma-là d'être partie prenante financièrement pour accompagner la décision qu'il fait porter aux industriels, parce que là, c'est pas des choix d'industriels, les choix qui sont faits aujourd'hui par ArcelorMittal. Si on était dans un marché complètement ouvert et sans autre directive, ArcelorMittal ne ferait pas ces investissements-là. Faut être clair, il est fait parce qu'il est sommé de les faire, ou alors il va produire ailleurs. Donc, comme là, il y a une question de l'emploi. Je sais pas, après la définition de la souveraineté, j'en sais rien. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas se séparer d'une industrie primaire comme la sidérurgie. Donc c'est souverain aussi de maintenir un certain nombre de savoir-faire et de tissus industriels sur des activités primaires comme ça. Mais ça, c'est qu'une vision personnelle. C'est forcément pas partagé par tout le monde, y compris dans les services de l'État. Donc ouais, mais c'est toujours lié à des événements c'était bien dit tout à l'heure, la définition de la stratégie, chacun peut mettre derrière ce qu'il a envie de dire sur ce qui est stratège ou pas. Souverain, tout le monde peut mettre ce qu'il a envie de mettre derrière le mot souverain. Donc ça, voilà, c'est très, très mouvant ça. Et l'intervention de l'État là-dessus est assez enclin avec la situation du moment. Alors, après, de ce que je comprends quand même de la question, si j'ai bien compris, il y avait aussi cette idée quand même des contreparties en fait éventuelles liées à des aides publiques, que ce soit via des prêts ou autres. Il me semble que, en tout cas, c'est comme ça que je comprends cette question, parce que ce qui pose la question de la conditionnalité ou l'absence de conditionnalité des aides publiques, qui mériterait une belle discussion en soi. Mais je pense qu'il y avait ça derrière. Oui, effectivement, oui, il y a effectivement la question de la conditionnalité des aides publiques qui effectivement est un énorme sujet en soi, donc on ne va pas forcément ouvrir ici, mais qui pour le coup me semble évident. Enfin, on va pas. Si l'État finance une entreprise comme ArcelorMittal, qui est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire national, qu'il utilise ce levier financier pour essayer d'agir sur la décarbonation, ça me semble quasiment une évidence que s'il ne le ferait pas, ce serait une faute politique élémentaire, je pense. Enfin, peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais enfin, je serais d'avis. Et sur effectivement la question qui serait stratégique, et là je vais réagir à toute la question du cas d'Atos. Il y a beaucoup d'économistes un peu critiques aujourd'hui qui disent finalement l'un des problèmes de l'Europe en général, c'est pas de l'Union européenne, de l'Europe et des États européens depuis les années 80, c'est qu'on a été trop libéraux par rapport aux Américains, notamment, paradoxalement. Et la question de toute l'industrie numérique au sens large, je ne parle pas spécifiquement d'Atos, on est l'exemple patent. C'est-à-dire que globalement, les États européens et l'Union européenne n'ont pas du tout soutenu le développement de filières du numérique en Europe. Alors il y a quelques entreprises qui existent, qui ont... Certaines marchent bien, certaines plus en difficulté, etc., mais qui restent des relativement petits acteurs à l'échelle mondiale, là où l'État américain, lui, a très largement financé massivement le développement de géants du numérique dont on est tous dépendants via le ministère de la Défense. Donc, alors l'État américain a d'autres manières d'agir, mais pour le coup, ils ont eu une politique industrielle très forte sur le numérique, qui n'est pas du tout une histoire de start-upers géniaux, mais qui est une histoire de gros financement public via les universités et le ministère de la Défense américain. Donc là, il y a effectivement, et ça, la question du stratégique, est stratégique ce qu'on dit être stratégique, globalement. Alors, évidemment, quand je pense à Naval Group, bon oui, là, il y a le stratégique au sens des missiles nucléaires, mais sinon, dans le débat public, quand on parle de stratégique, c'est ce qu'on a, à un moment, considère politiquement comme stratégique. Et c'est vrai que considérer aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, que le numérique n'est pas quelque chose de stratégique, me semble une façon étrange de raisonner, enfin fondamentalement. Voilà, sur ce point. Et juste un micro-point au passage, sur les liens sociologiques entre les entreprises et l'État. Moi, j'en fais un constat qui est un constat purement
C'est un constat. Je n'ai pas d'avis négatif ou positif dessus. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Après, c'est toute une sociologie des élites. Globalement, dans à peu près partout, les élites économiques et politiques recouvrent un nombre assez réduit de personnes. La question de savoir à quel point elles sont proches et de quelle manière elles circulent varie d'une période à l'autre et d'un pays à l'autre. Honnêtement, si je devais avoir un avis politique là-dessus, ce qui n'est pas forcément ma place ici, mais le fait qu'une bonne partie des élites économiques françaises soient des gens qui sont formés dans des écoles d'État et qui passent aussi par l'État et qui ont donc une certaine conception, malgré tout parfois un peu implicite, mais certaine conception du bien public, n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Voilà. Enfin, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, même si on peut critiquer les collusions et la proximité. Moi, je veux dire, en pure sociologie des élites, c'est pas forcément la pire façon de concevoir les sociologies des élites. Hein. Je préfère ça plutôt que ce soit des acteurs purement financiers et économiques qui contrôlent le jeu administratif et politique, ce qui n'est heureusement pas encore tout à fait le cas en France. Donc. Merci. Juste une chose, excuse-moi. Tout à l'heure, hein, tu évoquais le fait, et j'ai vu quelques têtes hochées, dans ton sens, quand tu évoquais le fait que la CIDE, pour toi, ça relevait du stratégique, hein, des entreprises stratégiques. Bon, je mets juste un petit truc à votre réflexion. Il y a quelques années de cela, Bruno Le Maire était intervenu lorsqu'un groupe canadien avait envisagé de racheter Carrefour. Donc, je voulais juste poser ça par rapport à l'intervention ou aux interventions qui ont eu lieu tout à l'heure autour d'Atos, parce que je trouve ça intéressant, et si on se pose la question de la cohérence, d'un côté de se dire, tiens, Carrefour, ça relève d'une entreprise stratégique, il faut préserver des intérêts étrangers, etc., etc. Et puis dans le cas d'Atos, ça a l'air un petit peu moins net. Voilà, je mets ça à la discussion. Excuse-moi, à toi. Oui, c'est juste pour revenir à la fin de la question, de la dernière question qui a été posée en ligne, hein, sur l'État peut-il se comporter autrement qu'un actionnaire classique. Ça, c'est une question intéressante. Alors d'abord, il n'y a pas de profil d'actionnaire classique, hein. Il y a des actionnaires avec des profils différents. Il y a des actionnaires qui vont s'inscrire plutôt dans une logique d'investissement à long terme. Il y a des actionnaires qui vont aller sur des placements à risque, qui vont exiger des hauts niveaux de dividendes, etc. Donc il y a des profils très très différents. Par contre, quand même, ce qu'on peut dire sur le profil d'actionnaire de l'État, c'est globalement, c'est quand même on peut le classer dans les investisseurs long terme, c'est-à-dire qu'en général, quand il est dans une entreprise, c'est quand même sur du long terme et voire du très long terme. Et puis l'autre élément, et ça rejoint les points qui sont donnés par les doctrines de l'APE. Et le dernier, en fait, qu'on peut revenir, sur lequel on peut revenir, tel qu'il est écrit, on pourrait dire, c'est super, il va être le représentant des salariés, il va défendre, mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Alors ça veut pas dire qu'il ne fait rien sur ces questions-là, mais c'est très limité ce qu'il fait. Alors il le fait, la chose la plus visible, c'est sur les plafonds de rémunération des dirigeants, hein, pour lequel il y a des positions qui sont prises de manière claire, alors qui sont appliquées lorsque il est en situation de pouvoir décider tout seul, et qu'ils ne le sont pas lorsqu'ils sont en position minoritaire. Mais en général, c'est quand même une position qui est affirmée par les représentants de l'APE dans les conseils d'administration, sur lequel il peut y avoir des points de convergence avec les représentants des salariés, mais attendre de cette dernière phrase que quelque part les représentants de l'État dans les conseils d'administration seraient les défenseurs des salariés de l'entreprise, c'est une illusion et ça serait une erreur. Encore une fois, il peut y avoir des convergences sur certains sujets, et donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est la confrontation des positions des parties prenantes, c'est ce que j'avais dit dans ma première intervention. Voilà, mais ça ne va pas plus loin. Encourager l'exemplarité, il ne faut pas le traduire en disant les salaires dans l'entreprise vont être plus élevés. Alors ça existait, hein, la Régie Renault, la vitrine sociale, etc. C'était dans le... Mais ça date un peu, quoi. On n'est plus dans cette configuration-là.
Oui, juste un point sur la question qui a été posée, là, effectivement, à laquelle je n'ai pas répondu, là, sur la remontée de dividendes pour financer des entreprises. Alors, il y a quand même aussi un enjeu, hein, qui est que tout financement d'État en France est soumis à des règles européennes, hein, et nationales, qui fait qu'on ne peut pas financer... Enfin, qu'il y a un risque juridique, en fait, potentiellement, à financer des entreprises sans contrepartie, parce que l'État serait actionnaire, il finance, etc. Donc, c'est pas forcément si simple que ça. Et il y a un compte d'affectation de l'État actionnaire pour les cessions. Donc, en gros, quand l'État vend des participations d'une entreprise, il affecte, théoriquement, la PE l'affecte à un compte spécifique qu'il n'utilise que pour racheter des cessions d'entreprise, des actions d'entreprise. Mais par contre, effectivement, les dividendes, globalement, ils remontent dans le budget général de l'État. Et c'est pas choquant que l'État puisse d'un côté percevoir des dividendes d'une entreprise qui se porterait très bien, et de l'autre côté utiliser des fonds pour investir. Ça s'appelle la mutualisation, je crois, ou en tout cas, ça y ressemble. Donc voilà, ça, bon, je réponds aussi en partie à la question. Anthony, une demi-heure plus tard, à toi. Et en plus, tu me donnes un micro qui ne marche pas. Ouais, je me lève pour la caméra, alors je sais pas si c'est celle-là, là-bas, je sais pas où c'est. Et présente-toi, s'il te plaît. Voilà. Anthony Perrochot, je suis coordinateur de l'intercentre CFDT Thalès avec Sandrine, qui est là, qui m'accompagne aussi. Moi, je veux revenir, j'étais presque d'accord sur tout ce que tu as dit au début. On a vu ça aussi arriver dans Thalès, sauf un petit truc que je vais expliquer pour toi. Thalès, anciennement Thomson CSF, a été privé, puis nationalisé complètement, puis redevenu privé, mais l'État a souhaité quand même conserver une majorité dans l'actionnariat, une majorité de blocage. Voilà. Et la raison pour laquelle il a souhaité conserver à ce moment-là cette majorité, c'était pour avoir la mainmise sur des activités stratégiques et conserver une supériorité technologique pour sa défense par rapport aux autres pays. Ça, c'était la raison à l'origine. Ça, on est à peu près d'accord sur pourquoi, à l'origine, des actionnaires. Ensuite, il y a eu l'APE. Et l'APE, maintenant, c'est complètement différent. Et là, je vais amener quelque chose que tu n'as pas ramené et qui n'est pas ici non plus. C'est ce gros paradoxe entre la parole gouvernementale et l'action de l'APE dans l'entreprise. Ou quand le gouvernement va dire bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut que les entreprises fassent telle chose. Par exemple, hein, le rachat d'actions pour annulation, c'est quelque chose de complètement cynique. Dixit notre président, et qu'il ne faut absolument pas faire, Dixit Bruno Le Maire. Ensuite, et même si moi je ne peux pas savoir ce que l'État vote au conseil d'administration, je sais qu'il y a une majorité de blocage, donc je sais que s'il ne voulait pas, les choses ne se feraient pas. Donc le conseil d'administration de Thalès vote du rachat d'actions pour annulation. Si l'État n'avait pas voulu, si l'État considérait que c'était réellement cynique, alors l'État aurait bloqué. Donc là, il y a un paradoxe entre la parole gouvernementale et ce que fait réellement l'État au conseil d'administration. Ensuite, un autre élément, l'optimisation fiscale, ouais, c'est pas terrible, on va lutter contre. Dans ce cas-là, pourquoi l'État ne bloque pas lorsque Thalès décide de rattacher une grosse entité extrêmement rentable, celle de Sandrine, qui concerne à peu près 7000 personnes, à une petite entité de 30 personnes aux Pays-Bas? Là, l'État n'a pas bloqué non plus. Et dans le principe de quelle façon l'État va pouvoir récupérer, finalement, il ne regarde pas par l'impôt, il ne regarde que par les dividendes, dans ce cas précis, parce que finalement, en défiscalisant aux Pays-Bas, il se prive d'une certaine manne financière. Voilà. Ensuite, là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est quelque chose qui est ici, c'est la rentabilité sur le long terme. Alors ça a été le cas à un moment donné, et l'État avait aussi une vision un peu stratégique sur le long terme, qui était un petit peu amenée avec le plan quinquennal, et l'État essayait de mettre en place le plan quinquennal dans les entreprises à travers aussi ses anciennes participations. Désormais, c'est plus le cas. Désormais, c'est plus une rentabilité à très court terme. Et d'ailleurs, Syndex, vous l'avez montré, Syndex l'a montré dans l'expertise, enfin une des expertises, il y en a plusieurs dans Thalès, en montrant que Thalès a énormément, même si Thalès va super bien, a énormément besoin d'investissement industriel, un outil industriel vieillissant. Thalès aurait les moyens d'améliorer cet outil industriel-là, mais par les choix qui sont faits au conseil d'administration, et notamment les choix qui sont faits par l'État, Thalès n'investit pas dans son outil industriel, donc se met à risque pour une rentabilité à long terme.
Et pourquoi? Parce que là, les choix qui sont faits pour augmenter les dividendes à très court terme et faire monter le cours d'action à très court terme. Donc cette petite partie, et c'est en ça où je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur l'idée de, qui est écrit là, hein, l'idée de valoriser sur le long terme et de rentabilité sur le long terme. Voilà, tu avais un petit truc là-dessus, c'est écrit là. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas... Alors, avant que tu t'arrêtes, je te relance sur un point. Ouais. Sur la question de l'exemplarité. Est-ce que tu as des choses à dire Non, pas vraiment. Là, non. Je peux dire un petit truc ici tout à l'heure sur Atos. Hein. Très clairement, et il faut en avoir conscience, c'est pas Thales ou Dassault qui veut racheter, c'est l'État qui veut racheter et qui demande à Thales et à Dassault de racheter. Qui tord le bras, on peut dire. Et qui tord le bras, voilà, à Thales et à Dassault. C'est absolument pas Thales et Dassault qui veulent racheter. Mais bon, il y a ces éléments-là derrière. Voilà. Oui, alors juste parce que quand même, je vais réagir. Je vois pas pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est-à-dire fondamentalement, j'ai bien parlé de financiarisation de l'État actionnaire. Hein. J'ai bien parlé de financiarisation de l'État actionnaire et effectivement, ça implique des politiques de cours de l'action, des enjeux de rentabilité à court terme, etc., etc. Tout ça, ce que tu dis sur les rachats d'actions, sur l'optimisation fiscale, mais c'est totalement ce que je disais sur la normalisation et la financiarisation de l'État actionnaire. Le seul point que je disais, c'est que sur lequel tu as dû du coup comprendre ce que je disais d'une autre manière, c'est que effectivement, en revanche, il y a quand même l'idée qu'il faut essayer d'assurer d'une manière ou d'une autre la pérennité des entreprises, qui est une réalité. Pour le coup, Thales continue à exister, même si je comprends les préoccupations, évidemment. Voilà. Et l'ancien directeur financier de Safran, maintenant président du conseil d'administration, Ross McInnes avait une formule auprès des actionnaires investisseurs institutionnels qui était le long terme est une succession de trimestres, qui est quand même une formule un peu étrange, mais qui est une formule de financier et qui est l'idée quand même de financiarisation des entreprises, qui est une réalité par l'État de manière extrêmement forte, avec des enjeux de rentabilité à court terme qui ont effectivement des effets parfois assez dévastateurs à long terme, parfois moins, ça dépend des cas et des situations. Mais oui, je suis évidemment complètement d'accord avec ça. Présente-toi, s'il te plaît. Je me présente. Tu n'es pas obligé de... Ouais. Je me lève. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Non, vous m'entendez? Ah, là, vous m'entendez. Ok, d'accord. Alors, Anne-Gaëlle Lefebvre, je suis une intervenante Syndex. Je travaille beaucoup sur l'automobile. Et en fait, je voulais faire un pas de côté. Là, on a beaucoup parlé de l'intervention de l'État au sein des entreprises, avec différents modes d'action. Au sein des filières, ce qui a été évoqué, c'est que la politique de filière a été abandonnée. Cela dit, moi, je dois dire que je rajouterais bien un point. Alors, est-ce que c'est à la doctrine de l'APE ou est-ce que c'est au rôle de l'État? Mais on parle beaucoup de pompiers. C'est vrai que l'État intervient beaucoup comme pompier, alors qu'il aurait les moyens d'intervenir pour anticiper. Et j'ajouterais bien comme point, par exemple, sécuriser la performance économique des territoires et la valorisation des entreprises à long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la filière automobile, ça fait 20 ans qu'on sait que la mutation va arriver. On sait pertinemment que derrière le véhicule électrique, il y a un contenu en emploi qui n'a strictement rien à voir. On savait, il y a en 2008-2009, il y a eu beaucoup de fermetures, d'activités de fonderie. On savait que ça allait arriver. Et l'État aurait pu jouer un rôle de régulateur, d'être entre... Enfin, de faire valoir l'intérêt général entre les intérêts particuliers des entreprises. Et on voit bien que c'est difficile pour les entreprises elles-mêmes de pouvoir fédérer des intérêts et de s'organiser elles-mêmes entre entreprises. C'est difficile aussi pour des syndicalistes de pouvoir agir en acceptant que la fin de leur entreprise, elle est possible, mais qu'éventuellement on peut peser pour
un intérêt qui va être mieux pour le bien commun, mais qui va être moins bien pour soi-même. Et là, l'État aurait matière à jouer pour être dans ce donnant-donnant qui permettrait de limiter la casse, qui permettrait de sécuriser à la fois sur l'aspect social, sur l'aspect territorial et sur l'aspect économique de long terme. Parce que ce qui se fait après et ce qui va se faire après la crise qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a un tsunami qui est en train d'apparaître aujourd'hui avec des baisses de volume extraordinaires, avec les conséquences d'un désinvestissement très important ces 10 dernières années, c'est qu'on va perdre énormément de compétences et que derrière ces pertes de compétences, en fait, on va perdre la performance économique de ces entités. Donc là, il y a un vrai rôle d'anticipation qui mériterait d'être poussé plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Il faut appuyer. Non, c'est bon. Donc, pour recentrer un petit peu, Stellantis, c'est divisé en plusieurs sociétés. Moi, je fais partie du réseau vente et après-vente. Donc, je ne fais pas partie des usines. Hein. Ça représente en gros 4500, 4400 salariés. Donc, effectivement, on a. Alors, la réelle stratégie depuis des années, on l'aperçoit pas vraiment. On l'observe au fur et à mesure. On voit une dégradation dans nos métiers de l'après-vente régulièrement. On voit le problème de qualité sur les véhicules. Hein, tout le monde en a entendu parler. Qui continue parce qu'en même temps, c'est là où on se dit il y a une réelle stratégie de nuire à l'entreprise en fait depuis des années qui a été mis en place. On a du mal à comprendre le contraire. C'est tellement flagrant que voilà, on se dit qu'est-ce qui reste là sur la dernière année à M. Tavares à part vendre effectivement nos marques. C'est ce qu'on se pose comme question actuellement parce que tout se dirige sur le court terme depuis des années en fait. Donc la qualité, enfin bon, voilà, le manque de vente, l'augmentation des prix, le manque de livraison de véhicules, enfin tout a été vraiment pour diminuer les résultats. Alors ils se sont quand même rattrapés à avoir des résultats parce qu'ils ont fait des ventes tactiques, parce qu'en fait ils ont augmenté le prix des produits tout en diminuant le coût de fabrication. Je vais prendre un exemple qui me revient, qui date de 2020. Le groupe Dongfeng fabriquait des DS pour Stellantis et ils se sont séparés du groupe Dongfeng en 2022. Dongfeng était donc dans l'équipe Stellantis, donc ils avaient des actions et fabriquaient des véhicules pour eux, non BYD, et fabriquaient les DS pour nous. Soi-disant, d'après la direction, ils se sont aperçus qu'ils fabriquaient des véhicules pour eux, et ils ont dit non, c'est pas possible. En fait, les Asiatiques, c'est pas aujourd'hui qui fabriquent des voitures. Ils n'ont pas sorti une centaine de marques de voitures en quelques années, ou peut-être 10 ans. Ça fait 10 ans que ça germe tout ça. Donc on leur a fait fabriquer des voitures pendant des années, on leur a donné un pouvoir, parce que soi-disant, on voulait développer la partie asiatique, et se développer dans ces pays-là. En fait, il y a quelque chose de derrière qui devait commencer à monter en performance, et ça a été justement ce qui se passe là aujourd'hui en fait. On a découvert depuis 2022 qu'il y avait des véhicules qui étaient fabriqués en Chine et qui étaient certainement de qualité aussi. Donc là aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement des véhicules électriques sur lesquels on a des composants, enfin notamment les batteries qui sont fabriquées, sur lesquels ils détiennent à peu près 70 ou 80% des produits pour fabriquer ces batteries. Et donc, oui, on est surpris d'apprendre tout ça là aujourd'hui. On est réellement surpris. Bon, je pense que le constructeur, et même s'il a l'air surpris, je pense qu'il était quand même au courant de ce qu'il était en train de mettre en place, et notamment que ce soit PSA, ou que ce soit BMW ou Volkswagen. Je parle des pays européens dans la globalité, hein, tous les constructeurs européens. Ils ont fabriqué en Chine, ils ont donné un pouvoir. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on se pose la question. Dongfeng, donc ils se sont fâchés avec eux. Ils ont repris les actions de Dongfeng parce qu'ils ne faisaient plus partie du groupe. Ils ont encore redonné 800 ou 900 millions d'euros. Dernièrement, ils tapaient à la porte de l'Italie pour fabriquer des BYD. Apparemment, l'Italie n'est pas vraiment reconnue. Je crois que ça va être fabriqué en Turquie ou dans les pays de là, j'ai plus en tête le nom précis du pays. Mais en fait, voilà,
en fait, cette manne d'argent qu'ils ont récupérée suite au divorce qu'on a fait avec eux, ils s'en servent pour aller faire encore quelque chose d'autre. Donc, c'est à se demander même si Stellantis n'a pas calculé tout ça pour écraser l'automobile en France et en Europe grâce aux Chinois en même temps. C'est à se demander, quoi. On se pose réellement la question. Hein. Voilà, je voulais juste mettre un petit peu de piment dans tout ça parce qu'effectivement, c'est agaçant, vraiment fortement agaçant. Merci beaucoup. Il est 18h59, on va s'arrêter là, sauf s'il y a une dernière intervention, quelque chose de brûlant éventuellement. Alors Alexandre a quelque chose de brûlant à partager avec nous. Je me suis engagé auprès d'André dans la conversation qui a posé de multiples questions, d'en relayer une dernière. Et c'était un pied de côté pour dire que ces enjeux qu'on traite ne sont pas que dans la métallurgie ou que dans l'industrie. Bien sûr. Et André remontait avec justesse, notamment le cas de l'EFS, qui est évidemment une entreprise très importante en France pour la souveraineté du sang, et notamment sur le sujet du plasma. Et on parlait de financiarisation, de normalisation des entreprises. Il y a eu de beaux articles récemment sur... Enfin, pas récemment, je crois dans une des revues que vous aviez coordonnées, il y avait l'exemple justement de la fabrication de plasma et comment c'était marchandisé, etc. Donc peut-être juste un mot final sur ça. Je trouvais que c'était intéressant de faire ce pas de côté grâce au chat pour sortir de notre seul secteur. Peut-être deux choses pour finir ce soir, hein, si ça vous convient. Mais donc d'une part, il y a un excellent numéro de la revue de la régulation qui traite des questions qu'on a discutées ce soir et donc qu'on vous recommande fortement de lire. Et oui, effectivement, là-dessus. Oui. Oui, bien sûr. Si jamais la discussion et ce que j'ai pu présenter pu intéresser, effectivement, c'est issu de tout un tas de travaux universitaires, mais essentiellement, notamment le numéro de la revue de la régulation qui est accessible en ligne, tout à fait, que j'ai coordonné, et puis dans lequel il y a également un article en anglais sur l'Agence des participations de l'État. Et puis l'article sur la question de la normalisation, c'est un gros article dans la revue française de sociologie avec Scott Vialet-Thévenin et Jean Finez, qui est accessible normalement assez facilement. Et si jamais vous n'y avez pas accès, vous pouvez toujours me demander, je vous l'enverrai. Voilà. Et donc merci beaucoup à vous. Ce qu'on a pu noter quand même ce soir, et merci à tous ceux qui sont intervenus longuement pour exposer un certain nombre de dossiers d'entreprises dont ils font partie. Ça a pu éclairer, je pense, les faiblesses de l'État actionnaire, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, même si, on l'a vu, tout n'est pas noir non plus, parce qu'il y a des entreprises, on n'en a pas forcément parlé, mais certaines entreprises ont pu être sauvées par l'État, y compris des entreprises stratégiques. S'il n'y avait pas eu un congrès syndical, on aurait eu une entreprise comme Soitec qui a été représentée ici, et on aurait pu parler de l'intervention de l'État, d'un ministre de l'économie qui est président aujourd'hui et qui a sauvé cette entreprise stratégique dans le secteur des semi-conducteurs. Donc voilà, donc tout n'est pas noir dans ce tableau, mais ce qu'on a pu noter quand même, c'est la difficulté quand même de concilier les différentes dimensions entre le caractère stratégique, les intérêts patrimoniaux, l'exemplarité en particulier. Ça semble quand même le parent pauvre en matière sociale notamment. Donc merci beaucoup à vous. On espère vous voir encore dans les minutes et même les heures qui viennent à l'étage juste au-dessus pour prendre un verre, prolonger la discussion, grignoter un petit truc. Et puis, dernière chose, on remercie aussi la technique qui a été formidable ce soir. Et dernière chose, la prochaine réunion engagée de la métallurgie, portera sur le rapport Draghi, donc sur la question de la compétitivité de l'Europe, ou plutôt ses difficultés en matière de compétitivité. Ce sera début 2025. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.